pour le mot de bienvenue de me rejoindre. Delphine, je t'en prie, installe-toi. Non. Tu es plutôt à gauche, toi, non? Ouais. Ça dépend de où on regarde. Merci Yvon. Oui, merci à toutes les personnes qui sont présentes ce soir. On a vraiment grand plaisir de renouer avec les thèmes qui nous sont chers sur le travail, le futur du travail, mais aussi le présentiel. Je vois que le premier rang, comme à chaque fois, il faut en mettre un, il faudrait l'enlever avant de démarrer. Mais en tout cas, on est bien content de vous accueillir ici à la COP et au siège social de Smart à Saint-Gilles. Smart, en préparant la petite intro, en se disant on va pas tarder à fêter les 25 ans de ce qui était une ASBL qui est devenue une coopérative, et nous en parlons comme l'entreprise partagée. Donc ça sera pour la mise en bouche avant de parler du temps de travail partagé. L'outil Smart, s'il est né au sein d'une communauté d'artistes, aujourd'hui regroupe chaque année près de 20 000 utilisateurs et utilisatrices vraiment de tout métier et tout secteur confondu. C'est toujours important et intéressant de le rappeler. Smart, l'entreprise partagée, l'outil de travail partagé, c'est celui qui permet à toute personne qui a une mission ponctuelle, un travail sur la durée ou durable, en petit collectif ou en solo, de venir facturer à travers Smart et du coup de bénéficier d'un contrat de travail, du statut de salarié, le salariat et des droits sociaux qui y sont associés. Nous sommes présents en Belgique et dans 7-8 pays en Europe. Je ne sais jamais exactement, pourtant ça fait quelques années que je suis là. Je devrais le savoir. Mon binôme d'administration déléguée me fait les gros yeux. Depuis 2020, puisque je disais que si c'est né dans une communauté d'artistes, depuis 2020, la moitié du chiffre d'affaires est en dehors de ce secteur-là, donc c'est très concret. Informatique, formation, enseignement, boulange, artisanat. Évidemment, oui, si, informatique, j'ai dit. Donc vraiment, ça continue à se diversifier et à répondre à des besoins qui sont très présents, très actuels dans un monde du travail changeant. Et en discutant avec notre réviseur juste avant de démarrer, vous en parlez en tout cas comme étant le futur du travail. Donc on est très fiers de représenter ça si c'est le cas. Et puis se revoir en présence, avoir la volonté de refaire réseau, de se voir, de se reconnaître, de mettre des visages sur toutes ces visioconférences qu'on a eues. Je nous souhaite de très bons échanges et puis on se retrouvera après pour un drink. Merci Yvon. Merci beaucoup Anne-Laure. Bonjour ou bonsoir bientôt à toutes et tous. Comme vient de le dire Anne-Laure Degris, bienvenue chez Smart. Je suis très heureux de vous accueillir pour la modération de cette table ronde conférence pour laquelle je veillerai avec les 4 intervenantes que je remercie déjà d'avoir accepté notre invitation. Je veillerai à un partage vraiment équitable du temps de parole, sachez-le déjà, puisque le partage sera, je pense, un des thèmes de la soirée. La conférence que nous organisons ce soir s'inscrit dans une démarche qui s'intitule Smart Talk, que nous avons initiée il y a 2 ans maintenant, quelques semaines après le démarrage du Covid. Smart Talk vise à animer une communauté de partenaires dont vous faites partie, partenaires, amis, au travers de différents formats, en mettant en débat des sujets liés au monde du travail, avec une volonté d'y associer une dimension forte d'innovation sociale chère à notre coopérative. Au printemps 2020, ce fut d'abord la réalisation d'une web-série donnant la parole à une vingtaine de personnalités politiques, académiques ou encore syndicales, qui s'intitulait « Covid et monde du travail, quelles idées pour se réinventer ». Elle est toujours disponible sur Internet au cas où vous souhaitiez la revoir. Au printemps 2021, ce fut la réalisation du podcast intitulé « Sacré Travail », composé de 6 épisodes durant lesquels des membres sociétaires de la coopérative Smart nous ont partagé leur vision du travail à travers leur parcours personnel. Là aussi, elle est toujours disponible sur notre site. Et aujourd'hui, pour ce 3e format, on a le plaisir de pouvoir se retrouver en vrai pour parler donc du thème du partage du temps de travail. Bref introduction, derrière ce sujet, on peut y voir différentes perspectives, selon l'angle de vue que l'on prend. Perspectives qui ne sont clairement pas forcément toutes proches
et qui souhaitent pour certaines avancer vers la voie d'un meilleur partage du temps de travail, mais avec différents avantages ou intérêts identifiés. Dans le temps qui nous est imparti, je ne parviendrai pas à énumérer toutes ces perspectives, mais permettez-moi d'en citer quelques-unes pour lancer la réflexion. Une première perspective est celle qui prône un meilleur partage du temps de travail pour pouvoir le répartir plus équitablement, donner du travail à plus de monde, en prenant l'hypothèse qu'aujourd'hui, il n'y a pas assez de travail pour tout le monde et que le partager permettrait de diminuer le taux de chômage et le nombre de personnes sans emploi. Je parle bien d'emploi car nous savons toutes et tous que beaucoup de personnes sans emploi travaillent. Mieux partager le temps de travail pourrait-il donc créer des emplois ? Une autre perspective consiste plutôt à privilégier une approche plus organisationnelle du temps de travail. Il s'agit ici de permettre de diminuer le nombre d'heures de travail effectuées par jour et de pouvoir l'organiser avec plus de facilité ou flexibilité, tenant compte notamment de situations de vie ou familiales ou encore de besoins ou contraintes des entreprises. Il y a aussi la perspective qui consiste à penser qu'en diminuant le temps de travail, on s'accorde collectivement plus de temps pour soi, pour réaliser des projets personnels, des loisirs, des activités bénévoles. Bref, tout ce qu'on se dit qu'on ferait si on avait le temps. Reste à voir si on le fera au final. D'ailleurs, vous feriez quoi si vous aviez plus de temps et si au lieu de devoir travailler 38 heures en temps plein, vous ne deviez plus que travailler 30 heures et demie pour le même salaire ? Personnellement, quand j'y pense, c'est un peu comme quand on rêve de gagner à l'euro-million. Je m'imagine en train de faire plein de choses incroyables, jardiner, cuisiner, lire un livre, faire du sport. Bon, regardez quand même un peu Netflix. Une autre dimension importante dont on parlera peut-être dans un instant, c'est que le partage du temps de travail a été, même si cette évolution est évidemment loin d'être achevée, au cœur de la marche vers plus d'égalité homme-femme. Elle a permis de remettre en cause la division sociale traditionnelle entre l'homme qui gagne sa vie à l'extérieur du foyer et la femme qui élève les enfants et effectue les tâches domestiques. Aller un pas plus loin vers un meilleur partage du temps de travail peut-il renforcer l'égalité des genres sur le marché du travail ? Derrière toutes ces perspectives, il y a encore d'autres enjeux importants dont on va certainement parler. Avec la diminution du temps de travail, est-ce qu'une diminution des salaires doit aller de pair ? Faut-il prévoir une diminution du coût du travail et donc des charges sociales pour les entreprises ? Si oui, comment l'État récupère-t-il le manque à gagner pour garantir son financement ? Comment garantir un même niveau de productivité ? Est-ce une solution en matière écologique ? Est-ce une solution pour diminuer les maladies professionnelles dont on voit qu'elles n'arrêtent pas d'augmenter ces dernières années ? Et puis il y a aussi la réalité de travail de nombre de personnes avec des horaires très variables, des journées de travail qui ne s'organisent pas forcément selon le schéma classique 9-17 heures, que ce soit par choix ou par nécessité. Est-ce que pour eux et pour elles, la diminution du temps de travail, c'est quelque chose de concret, de parlant ou tout à fait hors sol ? Alors, travail partagé, chimère ou réalité, c'est le thème de notre conférence de ce soir. Et je vous propose d'en parler avec Delphine Houba, échevine de la culture, du tourisme et des grands événements de la ville de Bruxelles et co-auteur d'un ouvrage intitulé « Partageons le temps de travail ». Président du conseil communal d'Oderghem, ancien bourgmestre de la commune d'Oderghem et qui, après 27 ans de majorat, vient de céder son écharpe, si je ne me trompe pas, c'est correct, et précédent ministre de l'Emploi et de l'Économie bruxellois. Felipe Van Kersblik, secrétaire général de la CNE, la Centrale nationale des employés, et Axel Mine, artiste et autrice centrée sur la création, la réalisation et la gestion de projets entrepreneuriaux aux frontières de la culture et des nouvelles écritures, qui est active également dans des communautés d'entraide et d'échanges féministes et qui est sociétaire de Smart. Bienvenue à chacun et chacune d'entre vous. Et pour lancer le débat, je souhaiterais tenter de cerner un petit peu avec nos différents intervenants et intervenantes un petit peu le sujet. Et je vais commencer par vous, Delphine Houba. Et en effet, si vous pouvez prendre un micro, je crois qu'il faut appuyer sur le petit bouton. Delphine Houba, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est la suivante. Diminuer ou partager plus équitablement le temps de travail, tout simplement pourquoi ? Et pourquoi maintenant, alors que le chômage semble diminuer un peu partout dans les pays occidentaux, qui atteint visiblement des niveaux records historiquement bas, que certains osent même parler de l'atteinte du plein emploi alors que c'était inimaginable il y a quelques années. Delphine Houba, la parole est à vous. Merci beaucoup. Juste quand même commencer par dire merci et dire que je me réjouis ici aussi de revoir des gens en vrai. Ça fait vraiment plaisir. Et de faire vivre le débat aussi, parce qu'il faut continuer à faire vivre ce débat. Alors, la question c'est pourquoi ? Pourquoi le faire et pourquoi aujourd'hui ? Alors, je suis convaincue que c'est fondamental et que c'est d'autant plus fondamental aujourd'hui. Pourquoi ? Si on prend les chiffres du chômage, c'est sûr que la tendance récente est à la diminution. Si on prend les chiffres de mars 2019 et de mars 2022,
On passe de grosso modo 350 000 à 300 000 chômeuses et chômeurs. Mais ce serait une grave erreur de s'arrêter là parce que le chômage existe toujours, parce que ça a été dessiné en introduction. On fait face aujourd'hui à une explosion des burn-out, des dépressions de longue durée. Ça fait depuis 2015 que les dépenses en incapacité de travail ont dépassé les dépenses de chômage. Donc c'est un vrai problème, c'est un vrai enjeu de société. Pourquoi ? Parce qu'on pourrait nous dire la croissance est faible, on n'y arrivera pas aujourd'hui puisqu'il faut de la croissance, c'est bien connu, pour créer de l'emploi et pour pouvoir répartir ce travail autrement. Eh bien non, c'est justement parce que la croissance est faible aujourd'hui qu'il faut le faire, parce qu'on est en dessous des 2,5 à 4% de croissance du PIB qui est le taux nécessaire pour maintenir le taux d'emploi actuel. Or, on n'y est pas. Parce que ce qui est important aussi de rappeler, c'est que la réduction collective du temps de travail, le partage du temps de travail, c'est une mesure qui permet de créer de l'emploi. Peut-être le refaire en 2 mots. Pourquoi c'est une mesure intéressante ? C'est qu'elle est intéressante à la fois pour les personnes qui n'ont pas d'emploi, puisque l'objectif est de créer de l'emploi à travers une réduction avec embauche compensatoire et maintien du salaire, évidemment, c'est important de le rappeler. Ça permet de revaloriser des temps partiels et ça permet aux personnes qui travaillent à temps plein de retrouver un équilibre justement dans cette jungle de la vie privée et de la vie professionnelle. Un enjeu homme-femme aussi, parce que si on regarde, je parlais des temps partiels il y a 5 minutes, mais il y a énormément de temps partiels subis qui sont aujourd'hui majoritairement assurés par des femmes. Si on prend les chiffres de l'emploi, si je prends les temps pleins, on a globalement 2 hommes en temps plein pour 1 femme en temps plein. Et si on prend les temps partiels, la tendance s'inverse complètement. C'est-à-dire qu'on a un homme en temps partiel pour 4 femmes en temps partiel. Et donc aujourd'hui, ça touche aussi, on l'a dessiné aussi en introduction, à la question fondamentale de la répartition des tâches ménagères. Et c'est pour ça que le partage du temps de travail, donc ce livre avec d'excellentes interviews, notamment de Felipe Van Kersbilk, qui est à ma gauche, et livre coécrit avec Michel Cermak, qui est juste là d'ailleurs pour le collectif Roosevelt. Et c'est vraiment aussi de se dire que c'est un enjeu fondamental de société. Il y a des enjeux de métiers en pénurie aussi, on peut revenir là-dessus, parce que je pense qu'il faut qu'on parle des conditions de travail. Mais donc, je suis convaincue qu'il faut le faire aujourd'hui. Et pourquoi j'insiste sur la notion de partage ? Parce que c'est une partage qui a parfois un peu du plomb dans l'aile, alors qu'elle est fondamentale dans l'enjeu collectif. Et j'insiste aussi sur le terme de temps de travail et pas d'emploi, parce que le travail, c'est une question large. Et c'est pour ça que je parlais des tâches ménagères. C'est qu'aujourd'hui, on le sait, et tout ça est documenté par des études, les hommes, de manière générale, ont plus de temps libre par semaine que les femmes. Pourquoi ? Parce que les femmes continuent aujourd'hui, en majorité, évidemment, il y a de la nuance, mais majoritairement, à s'occuper des enfants, du grand-parent malade, etc. Et donc, aujourd'hui, on est déjà aux 35 heures, en fait, en Belgique, si on fait la moyenne, entre les personnes qui n'ont pas d'emploi, entre les personnes qui travaillent à temps plein et les personnes qui travaillent à temps partiel. La productivité a explosé. Aujourd'hui, en 1 heure de travail, on produit beaucoup plus qu'avant. Pour vous inviter ce soir, s'il avait fallu envoyer des courriers à la main, il aurait fallu une armée de personnes pour écrire ces courriers, pour aller les envoyer à la poste. Aujourd'hui, 1 personne envoie un mail et en un clic, on peut inviter 100 personnes. Et donc, cette productivité qui explose grâce à la mécanisation, grâce aux ordinateurs, ça touche aussi à la question de la répartition des richesses, parce que toute cette richesse qui est créée, on crée beaucoup plus de richesses en 1 heure qu'il y a un siècle. C'est la question évidemment fondamentale de la répartition des richesses et de cette question du travail et du capital sur laquelle on pourra revenir. Et je trouve ça intéressant aussi de parler de cette question en tant que désormais échevine du tourisme, parce qu'en fait c'est grâce aussi aux congés payés et à la réduction collective du temps de travail que le secteur touristique a pu se développer. Et donc je trouve intéressant de se dire aujourd'hui aussi, pour faire le lien avec cette période Covid, avec ces secteurs qui sont en énorme souffrance aujourd'hui, que ce soit la culture, que ce soit le tourisme, les grands événements, de se dire que c'est aussi une mesure qui a permis dans l'histoire de développer ces secteurs. Et donc je pense que ces secteurs ont besoin de soutien, donc raison de plus pour le lancer maintenant. Merci. Je me tourne vers Felipe Van Kersbilk pour regarder peut-être avec un angle un peu plus historique cette thématique de la diminution collective du temps de travail. Cela semble être un fait constant quand on regarde l'histoire. Quelles ont été les grandes étapes historiques en Belgique liées à la diminution collective du temps de travail ? On a entendu Delphine en rappeler déjà certains éléments, mais si vous pouvez nous aider à les resituer et avoir peut-être une perspective un peu plus historique pour comprendre ce mouvement-là, ça pourrait être intéressant.
Merci. Comme Delphine, je remercie Smart de l'invitation et je suis content de pouvoir parler avec vous. Je ne vais pas vous ennuyer avec 1000 chiffres, parce que vous pouvez lire le bouquin de Delphine et Michel, mais quand même quelques étapes. Dans le courant du 19e siècle, donc le début du capitalisme industriel en Belgique, et particulièrement en Angleterre et en Belgique d'ailleurs, la journée de travail de 12 heures était considérée comme courante. Et on travaillait 6 jours par semaine. Et donc ça voulait dire des semaines de 70 heures, 72 heures, etc., qui étaient courantes. C'était à l'époque pousser la force de travail jusqu'à l'extrême limite de la survie. Je pense d'ailleurs que c'était à l'époque la seule limite qui comptait pour les patrons du début du capitalisme, c'était qu'il ne fallait pas faire mourir les ouvriers au travail, sinon ils ne venaient plus travailler après quand ils étaient morts. Mais une première date, c'est 1900, la loi en Belgique sur les contrats de travail. Et donc le contrat de travail, ça peut vous paraître une banalité. Aujourd'hui, vous avez des contrats de travail. À Smart, vous en faites beaucoup des contrats. Mais l'installation du contrat de travail, elle matérialise une chose extrêmement importante, c'est de reconnaître que la relation entre un patron et un travailleur n'est pas une relation symétrique. À partir du moment où on dit qu'il faut un contrat de travail, on inscrit le fait que si je travaille pour un patron, je m'inscris dans un ensemble de collectifs de droits parce que je ne suis pas dans une relation égalitaire et j'ai besoin d'être protégé. Je cite cette date-là, même si elle n'est pas directement en lien avec le temps de travail. Après, dans l'entre-deux-guerres, on a encore des semaines de 60-65 heures. Juste après la guerre, une date importante, c'est en 64, la semaine de travail maximum est ramenée à 45 heures, et c'est en 78 qu'elle est ramenée à 40 heures. Alors vous allez dire, 78-40 heures, on est en 2022, on est à 38, enfin 38, on en reparlera tout de suite. Et donc ce qui s'est passé clairement, c'est qu'à partir de 1980, à peu près, le mouvement historique qui dessine vraiment une courbe continue, quoi, entre 1850 et 1980, de diminution du temps de travail hebdomadaire, cette diminution s'arrête. Et l'une des explications de ce que certains ont appelé le choix pour le chômage de masse de nos sociétés, comprenez-moi bien, ce n'est pas le choix des chômeurs, c'est le choix de la société. L'une des explications, c'est l'arrêt de cette diminution collective du temps de travail, alors que la productivité, elle a continué. Et donc l'exemple des mails est un bon exemple, mais imaginez comment ils étaient il y a 30, 40 ans, 50 ans. Avant la révolution informatique, par exemple, si on prend les métiers de l'agriculture, c'est une révolution précédente, mais la productivité était multipliée par 50, quoi. On ne peut pas imaginer ce que c'était. Or, si la productivité continue à augmenter et que le temps de travail ne diminue pas, mécaniquement, il y a du travail pour moins de personnes. Ça, c'est un élément historique. Alors, en 1999, on a encore eu une petite amélioration, c'est que, comme à peu près tous les secteurs, donc en Belgique, c'est important de savoir que l'étage central de la négociation sociale, c'est le secteur professionnel. Donc la commission paritaire, si vous voulez. Comme à peu près tous les secteurs étaient passés à 38 heures, on a eu un gouvernement qui a acté que, en fait, le maximum était 38, mais en laissant, je vous épargne les détails, des petites portes de sortie pour que ce 38 puisse être quand même 39 ou 40. Mais bon. En attendant, et c'est la dernière bonne nouvelle dans cette histoire-là, plusieurs secteurs, les banques, les assurances, tout le commerce organisé, était passé sectoriellement à 35 heures par semaine, sans perte de salaire, sans faire tout le ramdam que ça fait en France. Je ne sais pas si on aura l'occasion de reparler de l'expérience française, mais c'est comme ça pour tout, que ce soit pour l'euthanasie ou pour le mariage homosexuel ou n'importe quoi. En Belgique, on le fait. En France, ça fait des manifestations pendant 15 ans. Mais donc les 35 heures en Belgique, c'est une réalité pour des centaines de milliers de travailleurs, comme temps plein, sans perte de salaire. Après, les choses se sont dégradées, puisque en fait, la notion même de temps de travail fait l'objet d'attaques toujours plus fortes. Et donc, si on prend les livreurs, Deliveroo, tous les travailleurs de plateforme, les indépendants vrais, c'est une chose, mais les indépendants faux, qui sont très nombreux, qui sont en fait des salariés sans contrat, les sous-traitants, etc., il y a beaucoup de gens pour qui, en fait, il n'y a plus de temps de travail. Ou alors il y a un temps de travail officiel, mais il n'est pas mesuré, il n'est pas respecté. Et donc en réalité, aujourd'hui, on est, depuis une trentaine d'années certainement, dans un allongement, en réalité, du temps de travail. Alors, juste encore un mot, parce que j'imagine que je vais être trop long, Yvon. Pour nous, toutes les raisons que tu as citées dans ton introduction sont des bonnes raisons.
de revendiquer la réduction du temps de travail, y compris la dimension écologique que j'aimerais bien pouvoir aborder aujourd'hui, dont on ne parlait pas il y a 20 ou 30 ans, mais qui, pour mon avis, est devenu un argument clé de réduire collectivement le temps de travail. J'en ajoute une autre, qui est un peu la vieille raison syndicale, mais à laquelle je continue à tenir. Nous vivons dans une société où le conflit entre le capital et le travail reste un conflit important, même si ses formes ont pu changer. Ce conflit se matérialise aujourd'hui, comme il y a 50 ans, comme il y a 100 ans, par le fait que les employeurs cherchent à pouvoir conserver la plus grande partie possible de valeur produite et donc à ne pas trop donner en salaire. Et c'est bien évident que si la productivité augmente, qu'on produit plus de richesses, qu'on vend plus de marchandises et de services, mais que le temps de travail reste le même, ça veut dire que les gens travaillent en fait beaucoup plus, 2 fois plus que ce qui serait nécessaire aujourd'hui, simplement pour produire la valeur correspondante à leur salaire. Et donc, pour établir un partage un tant soit peu équitable entre le capital et les travailleurs, il faut réduire de façon très importante et collectivement le temps de travail. Didier Gauzoin, je me tourne vers vous pour vous poser la question suivante. Le partage ou la diminution collective du temps de travail, qu'est-ce que ça vous inspire? S'agit-il d'une idée politique que l'on peut qualifier de gauche ou de droite? A priori, et de manière tout à fait logique, tout ce qui consiste à améliorer le statut du travailleur est une politique de gauche. Soyons clairs, dans les rapports traditionnels que l'on connaît entre le capital et le travail, il est évident que ceux qui veulent améliorer la situation des travailleurs se situent plutôt à gauche. Que m'inspire le partage du temps de travail? Philosophiquement, je pense que c'est une voie dans laquelle il faut aller. Améliorer notre bien-être, la vie des travailleurs doit être un objectif de tous, qu'on soit de droite ou de gauche, ou alors on est inhumain. Est-ce que c'est une démarche qui aujourd'hui est une démarche réaliste? C'est probablement autre chose. C'est probablement autre chose parce que sur le plan économique, et hélas on le voit aujourd'hui, les marges de manœuvre sont relativement étroites. Et donc il y a le risque d'avoir un débat purement idéologique entre une gauche et une droite. Et l'on voit d'ailleurs que dans un gouvernement actuel, où la gauche est quand même relativement bien représentée, les 4 jours de travail n'ont pas du tout le sens que vous voulez et que nous voulons tous donner. Donc ça montre bien que ça n'est pas simple. Deuxième chose, c'est que je crois qu'il y a une erreur aussi un peu conceptuelle, excusez-moi madame, qui consiste à dire que finalement le partage du travail est une opération mathématique. Il y a un certain nombre de gens qui sont au chômage, il y en a d'autres qui... donc il suffit de diminuer le temps de travail pour que tout le monde soit au boulot. C'est complètement erroné. En réalité, nous ne sommes pas dans le plein emploi. Nous approchons du plein emploi pour la moyenne. Mais nous sommes dans un chômage de masse pour les personnes sans qualification. On est devant un chômage de masse, sans qualification. Et donc croire que, parce que des infirmières vont travailler 4 jours, des ingénieurs vont travailler 4 jours, des mécaniciens vont travailler 4 jours, automatiquement, bing boom, ceux qui sont sans qualification vont devenir et infirmières, ingénieurs et mécaniciens. C'est une erreur conceptuelle. Donc il faut, et je suis favorable au partage du temps de travail, il faut aborder le problème de façon à rendre compréhensible le partage du temps de travail. Si on s'enferme dans un débat idéologique, c'est pas gagné. C'est pas gagné, et c'est pas gagné pour longtemps, parce que la situation économique et sociale, mesdames, messieurs, ne va pas s'améliorer dans les 10-15 ans qui vont venir. Au contraire, ça va même s'aggraver. Ma proposition, c'est que je crois qu'il y a aujourd'hui trop de personnes non qualifiées. Il faut donc donner l'occasion aux personnes non qualifiées de pouvoir se former pour upgrader le niveau de qualification. Notre grand problème dans notre société, c'est le niveau moyen de qualification qui est trop faible. Et donc, pour moi, un des instruments du partage du temps de travail, c'est de permettre à toutes les personnes qui sont non qualifiées, et il y en a beaucoup, prenons, je l'ai dit, Bruxelles Propreté, 95% sont non qualifiés, c'est de permettre à ces personnes-là, s'ils le souhaitent, bien entendu, il ne s'agit pas d'un acte de contrainte absolue, c'est de permettre à des personnes qui sont non qualifiées d'utiliser une partie de leur temps de travail à de la formation,
pour pouvoir aller vers d'autres cieux, vers d'autres milieux, vers d'autres emplois, pour leur permettre de remettre en place l'ascenseur social. C'est l'idée que je défends depuis un certain nombre d'années, que j'ai mis en place dans ma commune, à l'égard des personnes non qualifiées, et qui est susceptible là à la fois de voir le temps de travail, le partage du temps de travail comme quelque chose de positif, d'intéressant pour tout le monde, pour la société, et bien entendu d'abord pour ceux qui permettent d'aller vers cet ascenseur social, et peut-être de poser autrement le débat sur le partage du temps de travail. Dans le cas contraire, je crois que si on continue à être dans un discours idéologique, sympathique au demeurant, très propice au début du mois de mai, si on reste enfermé dans ce genre de dialectique, je crains qu'on n'avancera pas beaucoup. Je me permets de dire que nous envisageons au départ de faire cet événement le 18 janvier. Bon, finalement, on le fait maintenant, mais il n'y avait pas de lien avec le 1er mai, c'est pour la précision. On aura l'occasion de vous entendre... Il faut s'adapter. Voilà, nous nous adaptons. On aura l'occasion de vous entendre sur le partage d'expériences que vous avez mis en place. Je vous invite à garder le micro, parce que je voulais encore vous poser une sous-question. Partage d'expériences sur la mise en place à Bruxelles Propreté au sein de votre commune. Du coup, si on met le débat idéologique, on va dire, au second plan, comme vous le prônez, est-ce qu'en matière de financement, la mise en application d'une telle mesure, c'est quelque chose qu'on peut imaginer comme réaliste et réalisable pour les finances d'un État, comme la Belgique? Au niveau de l'État, oui. Au niveau de l'État, sans problème. Au niveau de la région, non. C'est comme l'idée territoire zéro chômeur. S'il n'y a pas un accord au niveau de l'État, non. Parce qu'aujourd'hui, les politiques sont scindées, le financement du chômage reste dans le chef de l'État. Donc oui, c'est tout à fait envisageable, parce que ça nous coûte énormément. Des gens qui restent 1 an, 2 ans, 3 ans au chômage, sans perspective de développement, ça coûte énormément à la collectivité. Et donc, puisque cette sociales, les cotisations patronales, mais pourquoi ne pas les affecter dans les entreprises où il y a un certain nombre de personnes de faible qualification, d'affecter ces diminutions de cotisations pour que ça n'impacte pas l'employeur et de faire en sorte que le coût que cela implique, parce que ça implique un coût, lorsque les balayeurs de rue ou lorsque quelqu'un qui va enlever les poubelles ne travaille que 4 jours, ça veut dire qu'il faut nécessairement de l'embauche compensatoire. C'est un coût pour l'entreprise, cette embauche compensatoire peut être comblée par la perception sur les cotisations patronales et sociales. Et bien entendu, dans un souci de formation du travailleur. Ce n'est pas une idée qui m'est personnelle, c'est une idée qui a été mise en place par Michel Rocard, par la Route-aux-Roues. En France, il y a un certain nombre d'entreprises qui pratiquent cela, ces 35 heures, mais qui le font de manière plus générale. Moi, je l'applique de par mon expérience passée comme ministre de l'Emploi, où je vois que notre grand problème, à Bruxelles notamment, c'est d'avoir des demandeurs d'emploi, parce que quand je parle du chômage, j'ai encore en mémoire qu'il y a 3 ans, 60% des demandeurs d'emploi à Bruxelles étaient sans qualification. Alors et quand on voit les offres d'emploi, vous dites il y a des mondes de différence. Donc oui, c'est tout à fait faisable, mais il faudra un accord entre l'État fédéral et les régions. Alors ça, c'est une autre paire de manches dans cet État, de pouvoir créer des ponts et des passerelles. Merci. Je vais me tourner vers Axel Mine pour un petit peu changer de perspective. Et Axel Mine, j'ai envie de vous demander de ce thème, la réduction collective du temps de travail, dont on a commencé à parler. Est-ce que ça vous parle en tant que travailleuse? Merci. Je vais commencer par faire toute autre chose. C'est un petit dérivé des milieux queer et militants, mais je vais me situer parce que je trouve que c'est important de dire d'où on parle et d'où on écoute, en fait. Et donc, au-delà d'être artiste et autrice, moi, je fais partie de la communauté queer, je suis neurodivergente, donc ça veut dire très poliment que je suis sur le spectre autistique, et aussi je suis malade chronique. Et donc je pense que politiquement, en fait, je suis pas la démographie qu'on entend régulièrement sur le sujet du travail. Et du coup, voilà, c'est aussi l'occasion de remercier la Smart qui me convie régulièrement à des choses et à m'exprimer sur le sujet. Et
du coup, voilà, je pense que c'est important de visibiliser des voix un petit peu dissidentes dans ce panel politique, malgré tout. Bah oui, moi je suis pour la réduction du temps de travail de manière générale, quoi. Après, je vais me permettre d'être un peu la sceptique du groupe, parce que moi j'ai plein de questions là-dessus, et je suis très contente que vous ayez mentionné l'idée de l'écologie et de tout ce qui est moyen de production et de production en général, parce que pour moi, il y avait cette idée de genre, ok, on répartit le temps de travail autrement, mais on continue à produire tout autant. Et pour moi, il y a une vraie question. Enfin voilà, on a tous lu, ou peut-être qu'on n'a pas tous et toutes lu le rapport du GIEC et ce genre de choses, mais on est quand même face à des choses très alarmantes au niveau de production. Voilà, et respect de l'environnement, etc. Donc pour moi, c'était des questions qui étaient soulevées. C'est, ok, je trouve que par exemple l'idée de répartir le temps de travail autrement pour dans le service public, dans des fonctions de soins, ou ce genre de choses, je trouvais ça extrêmement intéressant parce que c'est surtout en plus des charges de travail qui sont franchement pénibles et sous-évaluées, quoi. Après, est-ce que si c'est pour juste continuer à produire comme ça nous arrange et à pas avoir de réflexion de manière générale sur quel monde on veut voilà, dans 5, 10, 15 ans, je ne sais pas si ça vaut vraiment le coup. Et qu'est-ce que j'allais dire par rapport à ça? Moi, c'est vrai qu'au-delà de répartir le temps de travail, moi j'aimerais bien déjà en tant qu'artiste que le temps que je passe à travailler, parce qu'on parlait du fait que dans les chômeurs, en fait, il y a beaucoup de gens qui travail finalement, c'est pas parce qu'on est chômeur qu'on ne travaille pas. Moi en tant qu'artiste, j'aimerais bien que les heures que je passe à travailler soient toutes rémunérées. C'est déjà un premier, pour moi, ce serait déjà un premier step de manière générale à atteindre. Ça c'est un peu les premières réflexions auxquelles je pense quand on parle de ce sujet que je connaissais pas énormément, je dois bien l'avouer, et qui est pas très répandu, même dans les milieux voilà, militants ou quoi. Donc, merci déjà, et on aura l'occasion un petit peu de vous réentendre en lien avec votre réalité de travail, votre rythme de travail pour rebondir sur ce sujet. Je vais retourner vers Delphine Houba, et j'en profite aussi pour dire à la salle que d'ici, à mon avis, une quinzaine, vingtaine de minutes, on ouvrira la possibilité, si vous avez des questions à nos intervenants et intervenantes, n'hésitez pas. Delphine Houba, voilà, chaque intervenant a déjà eu l'occasion de s'exprimer une fois. Est-ce que sur cette thématique-là, cette thématique de diminution collective du temps de travail, selon vous, c'est réaliste, c'est réalisable pour des entreprises du secteur privé, je dis bien, de diminuer le temps de travail de leurs employés tout en maintenant leur salaire au même niveau et en garantissant un même niveau de production et de services rendus? Est-ce que vous avez des expériences que vous pouvez partager avec notre auditoire? Tout à fait, mais je voudrais quand même juste, comme ça on a une discussion dynamique aussi entre nous, quand même juste, et je reviens à votre question juste après, mais revenir sur les propos de Monsieur Gozouin concernant le focus sur les métiers non qualifiés, quand même dire qu'on n'est pas du tout dans l'idéologie et que ces propos sont complètement contredits par la pratique, puisqu'on a, et quelque part ça répond aussi à la question en fait qu'on me pose, aujourd'hui c'est une mesure qui est tout à fait réaliste et réalisable et qui est déjà réalisée. En fait, si on prend l'exemple de la centrale générale de la FGTB, on n'est pas du tout sur de l'emploi non qualifié, on est sur des équipes de chercheurs et de chercheuses. La mise en place de cette mesure a permis de recruter des postes de secrétariat pour aider les équipes à se concentrer sur leur travail. Maintenant, c'est sûr qu'il y a une réalité de chômage à Bruxelles, et j'avais même commencé par là. C'est sûr qu'il faut trouver une solution pour tous ces métiers, et on pourra revenir aussi sur à l'initiative qu'on a lancée à la ville de Bruxelles, justement pour les métiers pénibles. Voilà, dire que la situation n'est pas prête de s'améliorer dans les 10-15 ans qui viennent. Je ne partage pas une vision aussi fataliste, parce qu'on est quand même dans un des pays les plus riches du monde. Et donc moi je pense qu'il y a des solutions qui existent, et je pense qu'après c'est une question de volonté et de rapport de force pour les mettre en œuvre. Mais si on parle des coûts, parlons de tous les coûts, parlons aussi des coûts de l'évasion fiscale, et mettons la semaine de 4 jours en place au SPF Finance pour avoir plus d'équipes qui traquent ce genre de problèmes de société. Voilà. Et pour répondre à Madame Mine, j'étais super sceptique à la base aussi en fait. Quand j'étais active au sein du collectif Roosevelt, je ne le suis plus puisque je suis maintenant politique.
Je trouvais ça vachement beau sur papier et je me disais mais c'est beaucoup trop beau pour être vrai, franchement c'est pas possible. Et en fait c'est de là qu'est née l'idée de ce bouquin. Il y avait une super brochure qui avait été faite par la CNE et nous on s'était dit en tant que collectif citoyen qu'est-ce qu'on peut faire et comment on veut justement aller parler à ces sceptiques, parce qu'il y avait énormément d'outils très bons sur comment négocier ça dans son entreprise, tout un argumentaire qui existait, et en fait, en tant que collectif citoyen, on voulait justement aller parler à ces sceptiques. Et en fait, j'ai vraiment fait complètement le chemin de « c'est trop beau pour être vrai », et j'ai fini par coécrire un livre dont l'objectif est de démontrer que c'est tout à fait possible, réaliste et réalisable, pour revenir à votre question. Puisque comme le disait Philippe Van Kersbilk, avant, on travaillait 12 heures par jour. Avant, les enfants travaillaient. On travaillait du lundi au dimanche. Et puis, on a arrêté de travailler le dimanche. Pas tout le monde, évidemment, en fonction des secteurs, mais c'est devenu la norme. On a arrêté de travailler le samedi. Moi, la génération de mes parents, ils allaient à l'école le samedi. C'était normal. Et en une génération, on a déjà tous ces changements. On est passé à la journée de 8 heures, à la semaine de 5 jours, à la semaine de 38 heures. Et ces changements se sont aussi en partie faits, et en grande partie d'ailleurs, sans perte de salaire. Donc c'est tout à fait possible, on l'a déjà fait. Et en fait, la réduction collective du temps de travail, le partage, un autre partage du temps de travail, puisqu'il existe déjà aujourd'hui un partage du temps de travail, mais qui n'est absolument pas équitable, comme on l'a déjà expliqué. La question c'est quel partage on veut, et c'est ça la question fondamentale de dans quel monde on veut vivre, parce que la réduction collective du temps de travail, c'est un vrai projet de société en fait, comme on le disait, sur les relations entre les hommes et les femmes, sur le partage, la relation travail-capital, et donc c'est fondamental. Et donc c'est déjà une réalité dans toute une série de lieux de travail, que ce soit en Belgique, donc j'ai cité l'exemple de la centrale générale de la FGTB, le cas d'Auto 5 aussi, donc ce magasin autour des voitures. Des exemples aussi d'Iprema, qui est justement une entreprise qui a un objectif social et environnemental, justement de récupérer des destructions d'immeubles et de revaloriser ces matériaux. LDLC, qui est une entreprise de technologie qu'on a vu apparaître dans les news récemment parce qu'elle a décidé de mettre cette mesure en place. On a été voir à Göteborg, où là on est sur des secteurs très divers, un hôpital qui a mis, là c'est la journée de 6 heures en place, mais dans tout le département de chirurgie, au lieu d'avoir une journée de 8 heures, ils sont passés à 2 shifts de 6 heures par jour. Et donc voilà, parce qu'on dit la semaine de 4 jours, mais ça peut être travailler 4 semaines et puis avoir une semaine de congé pour le transport par exemple. Donc c'est vraiment quelque chose qui doit être fait à la carte, et évidemment en concertation avec les secteurs et les partenaires sociaux, c'est super important. Mais donc dans cet hôpital, ils sont passés à finalement 12 heures de travail par jour, mais ça leur a permis de réduire la file d'attente qu'il y avait, parce qu'il y avait parfois de longues attentes pour être opéré, etc. Et donc ça cause évidemment des problèmes de santé pour la population. Un garage Toyota, une résidence aussi pour personnes âgées, où le personnel est passé à la journée de 6 heures, et on a rencontré un personnel tellement plus épanoui, et on avait des échos super positifs des résidentes et des résidents, des familles, parce qu'il y avait énormément plus d'activités qui étaient organisées. Donc voilà, les aînés se sentaient beaucoup mieux. Le personnel qui nous disait je peux enfin retourner boire des bières, aller faire du fitness, mais bref, les gens avaient retrouvé du temps aussi pour prendre soin d'eux et des autres, et c'est vraiment intéressant à voir. Il y a des nouvelles initiatives qui pleuvent d'un peu partout, en Nouvelle-Zélande, en Espagne où 200 entreprises vont se lancer dans l'aventure en 2022. Donc en fait, c'est le sens de l'histoire, donc il faut arrêter de nous faire croire que c'est un débat du passé. En fait, ceux qui pensent ça ont vraiment pas lu leur livre d'histoire, parce qu'en fait, c'est le sens de l'histoire. C'est pas un argument en soi. Il ne faut pas juste dire c'est le sens de l'histoire, parce qu'on pourrait dire aussi que le sens de l'histoire c'est la violence, et ça ne l'est certainement pas. Mais voilà, ça permet de rappeler que ça a déjà été fait, personne n'en est mort, que du contraire, c'est tout à fait réaliste et réalisable. Et heureusement que je ne vous ai pas demandé plusieurs entreprises, que je vous en ai demandé une, et là vous m'en avez cité plein. Mais c'est super, comme ça on a plein d'exemples inspirants. Et j'ai envie de me tourner vers Felipe, pour peut-être, en lien avec ce qui vient d'être dit par Delphine Houba, puisque je vous voyais acquiescer sur quelques expériences, peut-être vous connaissez aussi. Est-ce qu'on a un regard suffisamment, on va dire, sur le moyen, voire le long terme, sur les impacts que ça peut avoir en termes, par exemple, d'absentéisme, de diminution des maladies professionnelles? Est-ce que si on regarde dans le rétroviseur, on peut constater que ça a un impact positif sur ces aspects-là?
je n'ai pas connaissance qu'on ait une espèce d'étude de dire c'était comme ça avant, c'est comme ça maintenant. Ce qu'on voit, c'est que l'effet du travail sur la santé des gens a des conséquences négatives gigantesques. Donc Delphine l'a évoqué au début de la discussion, il y a peut-être 300 000 chômeurs, mais il y a 600 000 malades de longue durée aujourd'hui. Et c'est devenu la norme. La majorité des travailleurs n'arrivent pas à l'âge de la retraite actifs. La grande majorité des travailleurs arrivent à 65, 66, 67 ans désormais, soit sans emploi, soit, pour beaucoup plus d'entre eux, malades ou invalides. Et la cause de ces situations de maladie, elle est très largement, de façon très évidente, située dans le monde du travail. Donc, est-ce que les réductions de temps de travail qu'il y a eu par le passé ont des effets positifs? Ce que je vois en tout cas, c'est que maintenant, l'intensification du travail et les très longues journées et semaines qui restent ont un effet vraiment négatif sur la santé des gens. Et donc, c'est vraiment une des raisons importantes. Certains intervenants politiques nous disent qu'il faut arrêter la réduction du temps de travail parce qu'il y a des pénuries. Alors, je ne vais pas rentrer dans le débat des pénuries parce qu'il y aurait vraiment beaucoup d'eau à mettre dans ce vin-là. En réalité, il y a très peu de vraies pénuries. Mais même si on prend les choses au sérieux, par exemple, une pénurie qui est évidente, c'est la pénurie des infirmières. C'est difficile de trouver des infirmières aujourd'hui. Mais est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas assez d'infirmières en Belgique? Essentiellement non. C'est que les infirmières qui commencent ce métier le quittent rapidement. Et s'ils ne le quittent pas, elles demandent de passer à mi-temps, à 3/4 temps, à 2/3 temps, parce que c'est trop dur. C'est mal payé et c'est très dur. Et donc, de façon paradoxale, je suis d'accord que ce n'est pas intuitif, ce n'est pas non plus intuitif que la Terre tourne et que c'est le Soleil qui est immobile. Hein. Donc si on suit les intuitions, parfois on se laisse un peu tromper. Mais de façon paradoxale, si on veut résoudre certaines pénuries, certains manques de personnel dans certains secteurs, il faut mieux payer, alléger la charge de travail, donner plus de sens au travail pour que les gens aient envie de faire ce métier. Et le cas des secteurs de soins, c'est un secteur, ce sont des exemples évidents. Mais donc, par rapport à la question des pénuries et par rapport à la question des malades de longue durée, de la souffrance au travail, des burn-out, etc., c'est clair que réduire collectivement le temps de travail de manière significative, hein, ce n'est pas 5 minutes par semaine qui va changer, est un élément important. Je voudrais dire un mot aussi par rapport à l'intervention de M. Gaujoin sur la question de la formation. Je pense que c'est tout à fait vrai que la grande majorité des chômeurs sont des chômeurs sans qualification. Maintenant, ne confondons pas l'effet et la cause. Ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de personnes non qualifiées qu'il y a du chômage. Du moins, je le crois. Ce que je crois, c'est que énormément de gens sont formés dans le travail. Et rien ne forme mieux que d'exercer un travail. Et ce qu'on voit aussi, c'est que les gens qui ont accès aux formations professionnelles, très souvent, enfin moi j'ai travaillé en ISP pendant des années, qui est-ce qui suit les formations professionnelles? Le plus souvent, c'est les gens qui sont au travail. C'est pour ça que j'adore votre idée de dire des gens qui travaillent à Bruxelles Propreté, 1 jour par semaine, ou je ne sais pas combien, ils vont aller se former. Parce qu'il y a beaucoup de chances qu'ils arrivent au bout de leur formation. Quand moi je donne des formations à des chômeurs, qu'est-ce qui se passait? Bien souvent, un chômeur qui a trouvé un petit job, même un peu merdique, hein, mais enfin il a trouvé quelque chose, mais il va arrêter la formation. Ou bien la vie de chômeur, parce qu'être chômeur, c'est une vie difficile. Hein. Il n'y a que dans les tracts de l'NVA qu'on croit que c'est dans un hamac. Mais la vie est compliquée. Et donc, tenir la formation à la durée, c'est difficile. Et on se demande pourquoi. Tandis que quand on a un boulot, d'abord le travail forme, et puis on est dans les meilleures conditions possibles pour entrer dans un projet de formation professionnelle, si on en a évidemment le temps. Et donc, je trouve qu'on ne doit vraiment pas s'appuyer sur le fait réel que beaucoup de chômeurs sont peu qualifiés pour dire ça ne sert à rien de créer des emplois. Je crois qu'il faut créer des emplois parce que les gens vont les prendre et se qualifier de ces emplois, et aussi parce qu'aujourd'hui, enfin moi je dois régulièrement embaucher dans ma PME. Et ce que je constate, c'est que pour un boulot de secrétaire administrative, je reçois 80, 90, 120 candidatures, parfois des gens qui ont 3 masters, qui parlent 3-4 langues. Et quand on leur dit, mais vous n'allez pas faire ce travail-là avec la formation que vous avez, vous ne resterez pas. On a des gens qui nous disent, mais j'ai cherché partout, je n'ai pas trouvé. Et donc, ok, j'ai fait peut-être 2 diplômes universitaires, mais si je peux avoir un boulot de secrétaire, je serais déjà content.
Je dis ça parce qu'il faut bien se rendre compte que plus il y a du chômage, plus les entreprises ont tendance à développer des comportements de sélection où, je vais le dire de façon tout à fait vulgaire, et pardonnez-moi, mais si on peut avoir quelqu'un de ce niveau-là en le payant ce niveau-là, ben on le prend. Et donc ça veut dire qu'il y a en fait une déqualification des gens, et qui est-ce qui reste à la fin quand celui qui avait 4 diplômes occupe le poste de celui qui aurait dû en avoir un, mais tout en bas de l'échelle, il reste celui qui n'avait pas de diplôme, parce que le boulot que lui aurait pu faire, il a été pris par quelqu'un qui avait juste un petit diplôme. Donc je trouve qu'il faut avoir une analyse dynamique de c'est quoi le marché du travail, des qualifications sur le marché du travail. Et alors je ne sais pas si j'ai encore 30 secondes, j'étais vraiment content que vous releviez la question de est-ce que le sens de tout ça, c'est de continuer à produire plein de bidules et de travailler peut-être certains un peu moins et les autres travaillent quand même. Moi, je suis vraiment persuadé, et mon syndicat, c'est un syndicat qui a abjuré la croissance. Ça veut dire qu'on n'est pas nécessairement pour la décroissance, mais on dit les solutions d'avenir ne viendront pas par magie de toujours plus de croissance. On a ce rapport du GIEC, on voit que beaucoup de gens font des junk jobs, c'est quoi le terme exact, je ne sais plus, enfin des boulots de merde, qui n'ont aucun sens. Une partie quand même de ce qu'on produit, pas tout, hein. Évidemment, heureusement qu'il y a des gens qui font plein de boulots utiles, mais une partie des boulots aujourd'hui sont des boulots qui n'ont aucun sens. Mais ça permet de faire un gagne-pain et de faire du profit. Mais bon, et donc moi je crois vraiment que si on prend le rapport du GIEC au sérieux, il faut se dire qu'il faut produire moins de choses, vivre plus lentement. Ça veut éventuellement dire que individuellement, mon salaire net va diminuer peut-être, ou ne va pas augmenter. Mais si je vis dans une société plus pacifiée, et dans laquelle les services publics et la protection sociale continuent à fonctionner, mon revenu réel, c'est pas seulement le salaire net, hein, c'est dans quelle société je vis. Je prends toujours une image pour ça, et après je m'arrête. Pour moi, le contre-exemple parfait, c'est les publicités de Daily Trader à la radio. Vous connaissez ces publicités? Donc c'est le petit spot radio où quelqu'un témoigne en disant « Moi, je travaille jusqu'à 21h, qu'est-ce que vous voulez, j'ai pas le temps de faire les courses, etc. » Mais heureusement, Daily Trader est ouvert jusqu'à 10h du soir, tous les jours, etc. Bon. Et donc Daily Trader, effectivement, vous y arrivez à 9h du soir, vous achetez un plat tout préparé, super emballé dans plein de plastique, d'aluminium, et un quart d'heure après, vous mangez, puisqu'il n'y a plus qu'à le mettre au four au micro-ondes. C'est une société. Vous n'avez pas le temps de cuisiner, vous n'avez pas le temps de voir vos gosses, vous n'avez pas le temps d'être à la maison, vous n'avez pas le temps de faire quoi que ce soit qui vous intéresse. Vous travaillez 12 heures d'affilée, et puis vous avez le truc merdique pré-emballé, pré-cuisiné, que vous réchauffez, que vous mangez tout de suite. Une autre société possible, c'est de dire, ben en fait, non, j'étais à la maison à 17h ou à 18h, et j'ai cuisiné, et j'ai pris du temps. Ça m'a coûté moins cher, j'ai moins pollué, et j'ai peut-être moins besoin de gagner plein de fric, parce qu'en fait, je n'ai pas besoin d'acheter leur truc de merde à 50 € dans une barquette en aluminium. Je vais me tourner vers M. Gossoin qui aura peut-être envie de réagir sur les interventions qui ont été faites, tant sur les enjeux liés aux qualifications ou autres sujets qu'on a pu aborder, et puis l'interroger aussi sur l'expérience qu'il a mise en place lorsqu'il était ministre régional de l'emploi et de l'économie au niveau de Bruxelles Propreté. Si vous pouvez un petit peu nous expliquer comment ça s'est mis en place de façon plus concrète, voire aussi au sein de votre commune avec le personnel. Donc d'abord, moi je ne suis pas philosophiquement contre le temps de travail. Tout ce qui améliore la situation du travailleur est bonne. Et évidemment, que si on travaille moins, que s'il y a moins de stress, il y a des avantages sociétaux considérables. Mais mon honnêteté commande de dire qu'il faut aussi avoir un réalisme économique. Donc, j'entends bien qu'on peut prendre l'exemple de la FGTB, mais ce serait quand même malheureux que la FGTB ne mette pas en place les 4 jours de travail dès lors qu'ils le revendiquent dans les rues. Donc c'est assez logique qu'on applique à soi-même ce qu'on revendique pour autrui. Mais de là à dire qu'il n'y a qu'à l'imposer, ça n'est pas aussi simple que ça. C'est un débat et c'est une mutation de société qui va être difficile à mettre en œuvre, d'autant plus difficile, il faut bien le dire, que depuis 30 ou 40 ans, nous avons pris une orientation sociétale totalement différente, où nous avons tout axé sur le profit, où, il faut bien le reconnaître, le rapport entre le capital et le travail s'est sérieusement déséquilibré au profit du capital plutôt que du travail.
C'est une réalité. Aujourd'hui, on en revient, on reparle de régulation, c'est fini la mondialisation heureuse, le ruissellement des richesses, enfin tout ça, on y revient, mais ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Je vous le dis, c'est tellement vrai qu'aujourd'hui, le gouvernement actuel propose un 4 jours semaine qui n'a rien à voir avec ce dont on parle ici. Moi, mon inquiétude, c'est que nous sommes dans une société qui est de plus en plus fracturée, de plus en plus divisée, et ça ne va pas s'améliorer. Et ça va remettre fondamentalement en cause toutes nos relations sociales. C'est ce que dit Harari, philosophe israélien, c'est que nous sommes en train de créer, depuis la naissance, une classe d'inutiles. Pour ceux qui aiment la lutte des classes, il y a une classe d'inutiles qui est mise en place, c'est-à-dire des gens qui vont être de plus en plus en dysphase par rapport à la société. On est en pleine mutation technologique qui va prendre ses effets dans les 5, 6, 10 prochaines années. On va détruire des centaines de milliers d'emplois. Et à ceux qui prônent la technologie, on dit oui, on va créer autant d'emplois. Aucun problème par rapport à ça, et j'en suis convaincu. Mais pas les mêmes. Regardez à Carrefour, regardez dans les supermarchés, on va bientôt entrer dans un Carrefour et on ne verra plus personne. Tout se fera de manière magnétique, électronique, avec les moyens et les technologies d'aujourd'hui. Et donc on va supprimer toute une série d'emplois. Or, je voudrais rappeler quand même un certain nombre de chiffres. Aujourd'hui, l'enseignement francophone en Belgique fait sortir 22% de jeunes sans qualification au terme de l'obligation scolaire. Donc à 18 ans, 19 ans ou 20 ans, lorsqu'ils sortent de l'obligation scolaire, ils n'ont aucune qualification. Aucune qualification. Aujourd'hui, le marché global, le marché de l'emploi, a un potentiel de 10, 12, 13% d'emplois non qualifiés. Et ces emplois sont en train de s'effondrer. Et donc, si on y prend garde, on va créer des gens qui sont sans espoir et sans perspective. C'est exactement ce que nous connaissons aujourd'hui à Bruxelles. Des jeunes qui disent où est ma place ici? Et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on me donne comme moyen d'eux, etc. Et j'en viens donc à une notion de priorité. Quand on fait de la politique, il faut des priorités. Alors, la priorité, pour moi, n'est pas le partage d'un travail généralisé pour tout le monde. Il est qu'on se concentre prioritairement vers les personnes de faible qualification, en les aidant dans le cadre de leur travail, en les accompagnant, en les aidant à subgrader sur le plan de la qualification, pour pouvoir aller ailleurs, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir changer d'entreprise, le cas échéant. Donc là, il y a véritablement une prise de conscience que si nous n'avons pas cela, ça va nous péter dans la gueule. Et on sera beau avec le partage du temps de travail. On aura des gens qui seront dans la violence et qui seront dans le rejet et l'opposition totale à la société. Ça, c'est mon inquiétude que j'ai expérimentée durant 5 années comme ministre de l'Emploi, où je me suis félicité de dire « Oh, c'est fantastique, les chiffres du chômage diminuent, c'est merveilleux, bravo, Gomet, Gozouin, etc. » En réalité, très peu au niveau des non-qualifiés. Très peu au niveau des non-qualifiés, qui accumulent évidemment des retards, des inégalités depuis des années et des années. Ça, c'est la priorité de notre société si on veut maintenir une cohésion sociale. Et si on veut maintenir une cohésion sociale, c'est qu'on veut maintenir une société démocratique. Ou alors on évolue vers des horizons... Alors, qu'est-ce que nous avons mis en place? Qu'est-ce que je voulais faire à Bruxelles Propreté? C'était de prouver par une étude qui a été validée, qui est ici, donc c'est pas... par l'ULB et la VUB, est-ce que c'est possible? Il y a 2 freins. D'abord, le frein interne. Les syndicats qui disent ouais, on ne va quand même pas changer nos habitudes de travail. Donc, il y a les freins organisationnels internes qui disent oui, mais enfin, nous, on est habitués maintenant à travailler 5 jours, etc.
Le deuxième frein, évidemment, c'est le coût. Si Bruxelles Propreté, puisque 95% de leurs travailleurs, et je ne dis pas que 95% vont entrer dans ce processus, mais si un nombre suffisant de travailleurs veut rentrer dans ce processus de qualification, et je viendrai sous le terme de qualification, il faudra bien que la journée de travail soit compensée. Ça ne peut être que par une diminution de cotisations sociales et patronales pour aider l'entreprise à accompagner le travailleur, à financer les formations et à permettre à ce travailleur de pouvoir aller vers d'autres horizons, devenir mécanicien, etc. Dans ma commune, j'ai fait la même chose. Vous me direz, dans ma commune, il y a des balayeurs, j'ai des ouvriers non qualifiés, et ça n'est pas brillant, hein, mais il y en a 5 travailleurs qui ont marqué leur accord. 5. Vous me direz, c'est rien du tout, mais enfin, 5, vous multipliez ça sur le nombre d'entreprises, ça fait tout de suite des milliers et des milliers de travailleurs. Dans ces 5 travailleurs, qu'est-ce qu'il y a? Il y a d'abord des travailleurs étrangers. Qu'est-ce qu'on constate? Eux, leur difficulté, c'est l'équivalence des diplômes. Vous avez énormément de travailleurs non qualifiés. Si on les épaulait, si on les aidait, si on facilitait administrativement, on pourrait leur donner une équivalence de diplôme, c'est-à-dire qu'ils pourraient revendiquer une autre fonction. Aujourd'hui, ils viennent dans une commune comme balayeurs de rue, ils sont contents parce qu'ils ont un emploi, ils sont très dignes, ils sont autonomes, mais en réalité, parfois, ils sont ingénieurs mécaniciens, etc., mais ils viennent du Mali ou d'ailleurs, et leur diplôme n'est pas reconnu. La deuxième, c'est des gens qui ont des compétences, mais la validation des compétences est un autre instrument pour permettre à des travailleurs de pouvoir s'upgrader professionnellement. Et le troisième, c'est des formations de jour, de soirée, peu importe. Tout ça avec un accompagnement. Combien de ces 5 vont s'en sortir? Je ne sais pas, peut-être 2, peut-être 3. Mais multipliez ça par le nombre de communes, multipliez ça par le nombre d'entreprises, et vous aurez des milliers et des milliers de travailleurs qui, de non qualifiés, seront des travailleurs qualifiés. Il faut répondre à cette interrogation-là. Je vous le dis très sincèrement, moi je suis en dehors de ma carrière politique, je vous le dis, c'est une dynamite qui risque de nous péter à la gueule parce que nous ne prenons pas suffisamment conscience qu'il y a aujourd'hui des gens qui se sentent inutiles, exclus de la société. Et donc si on veut mettre en place le partage du travail, je vous dis prioritairement et politiquement, il faut aller vers une urgence, et si cela fonctionne, et j'y crois, ça aidera davantage à faire accepter le concept de partage du temps de travail. Dans le cas contraire, on risque toujours d'avoir des combats de blocs idéologiques, tant mieux, mais oui, c'est bon pour les discours, mais au-delà. Felipe, j'ai envie de t'interroger sur la dynamique de concertation sociale au sein des entreprises sur un tel enjeu, ou globalement, comment est-ce que les syndicats se positionnent aujourd'hui sur une avancée ou pas de cette idée-là. Monsieur Gozouin en a parlé un instant en partageant une expérience qui est peut-être un cas isolé, mais quelle est la position des syndicats sur cet enjeu-là? Alors, la position de la CNE depuis très longtemps, c'est de faire une priorité absolue de la réduction collective du temps de travail, autant que faire se peut sans perte de salaire, parce que là, on peut encore discuter de nuances à mettre là-dessus. Ça n'est pas la position de tous les syndicats. Et en gros, il y a, disons, un accent, une priorité plus forte au sud du pays qu'au nord sur cette question-là. On peut discuter de pourquoi, mais je constate cela. Mais ce n'est pas parfaitement cliché comme ça, hein. Il y a aussi des syndicats au nord du pays qui défendent cette position-là. Et il y a des syndicats, une partie des syndicats de la CSC ne le défendent pas, même en Wallonie, quoi. Ça, c'est la position. Aujourd'hui, j'entends avec plaisir les expériences que Didier Gozouin relate de ses responsabilités. Je pourrais citer 20 ou 30 entreprises dans le non-marchand, dans l'industrie, dans les finances, dans les services, dans lesquelles on a réussi à négocier. Alors, ce n'est pas la semaine de 15 heures sans perte de salaire, mais c'est des réductions. Beaucoup d'entreprises sont à 35, 34, 32 heures. Dans tout le secteur des aides soignantes en Wallonie, on vient de négocier le passage à 32 heures sans perte de salaire à partir de 50 ans. Alors, voilà, j'aurais préféré que ce soit pour tout le monde, mais c'est important. Ça veut dire que les fins de carrière, puisqu'on a dramatiquement fermé les possibilités d'alléger les fins de carrière avec le gouvernement MRNVA qu'on a eu avant,
au moins, si on ne peut plus s'arrêter, au moins la semaine de travail diminue un peu. Donc il y a à petite échelle, il y a une multiplicité d'exemples, soit dans les secteurs de nos entreprises où ça continue à s'obtenir. Maintenant, ce qui est difficile, c'est deux choses. C'est que vous connaissez l'expression les externalités en matière d'écologie. Une entreprise produit et puis toute la pollution, c'est pas pour elle. Les externalités positives de la réduction de temps de travail, elles ne sont pas nécessairement calculées ou imaginées par les travailleurs de l'entreprise. Et donc on a des cas où les gens se disent « Ok, oui, bon, moi je vais travailler quelques heures en moins, mais les emplois que ça va créer pour d'autres, c'est pour d'autres. » Et donc le problème quand on est à une petite échelle, dans une entreprise, c'est que si dans cette entreprise-là, on passe une semaine de 4 jours, 32 heures, je ne sais pas quoi, ça va sauver des emplois ou ça va en créer d'autres, mais ce n'est pas pour ceux qui sont là. Et donc c'est le problème du fait syndical ou du travail syndical de faire prévaloir des intérêts collectifs par rapport au fait de gens qui peuvent se dire « Ok, est-ce que moi j'ai un vrai bénéfice là-dedans ?» L'autre problème, excusez-moi de faire un peu de politique, mais on vit sous le régime d'une loi de blocage des salaires, qui est une loi négative depuis 1996, mais qui a été durcie en 2017 d'une façon extraordinaire. Et pour ça, vous avez entendu parler peut-être du plafond de 0,4%. C'est le plafond qui s'impose aux augmentations collectives des salaires. Or, si un employeur ne peut pas augmenter les salaires plus que 0,4% en 2 ans, il est techniquement impossible de réduire le temps de travail sans perte de salaire, puisque évidemment une réduction de travail sans perte de salaire, c'est une augmentation du coût salarial. Et donc cette loi, dont j'espère que nous vivons les derniers mois, il faut vraiment qu'on puisse s'en débarrasser, pour des tas de raisons, mais aussi pour celle-là, elle rend extrêmement difficile, puisque la Belgique est un pays soi-disant libéral, mais où le gouvernement interdit la négociation collective. C'est une chose tout à fait bizarre. Mais donc ça, c'est un vrai obstacle. Et ça rend les choses difficiles, ça démoralise et démotive un peu tout le monde, puisque le moindre progrès est interdit par la loi, en fait. Je vais me tourner maintenant vers Axel pour un petit peu approfondir des aspects que tu as évoqués, et puis tout doucement après me tourner vers la salle pour vous laisser la possibilité de poser vos questions. Axel, en lien avec ce que tu as déjà dit juste avant, quel sens a la demande d'une réduction collective du temps de travail lorsque de plus en plus de travailleurs, travailleuses souhaitent ou sont confrontés à la nécessité d'exercer plusieurs activités ou sont dans des formes d'emploi que l'on peut qualifier de moins classiques ou intermittentes. Qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça ? Première chose, le terme que vous cherchiez tantôt, c'était bullshit job. Voilà, comme ça. J'ai envie de répondre à plein de choses qui se sont dites là, mais voilà. Première chose, avant de répondre à ta... Tu as un petit retard sur oui, j'allais dire, moi je peux occuper prie. la scène là maintenant, mais ça va être difficile quand même. Depuis tantôt, on parle de travail comme quelque chose qui va nous donner du sens dans la vie, que gagner un salaire, ça va nous aider à nous sentir bien dans la société. Alors peut-être que je suis utopiste et voilà, je suis l'artiste sur la scène, donc je me permets de lancer ça, mais moi je pense pas que ce soit ça qui va nous relier socialement. C'est pas gagner un salaire. Enfin, alors si ça peut aider, je pense, à faire partie de la société, mais je pense qu'il faut aussi trouver d'autres manières de s'épanouir dans cette société, pas seulement par l'emploi à tout prix. On parle depuis tantôt qu'il y a plein de personnes qui font tourner cette société sans forcément avoir un job title ou quoi, et peut-être qu'il faut se tourner vers ce genre de personnes, je pense, pour trouver du sens et trouver des gens à rémunérer, en fait, parce qu'il y a beaucoup de choses qui tournent, je pense, de manière tout à fait invisible. On parle du travail des femmes et du travail domestique, qui est quand même, voilà, une partie de la chaîne de l'exploitation, mais moi je pense à toutes ces associations de terrain, en fait, qui aident plein de gens de manière différente, et on pense toujours voilà, que le gentil citoyen va aider bénévolement, mais en fait c'est des gens qui doivent avoir du temps pour le faire, et donc voilà, peut-être que c'est aussi un endroit où aller chercher du travail, comme on dit, et aller rémunérer ces personnes qui donnent gentiment de leur temps. Et par rapport à... Tu peux répéter la question sur le... Parce que voilà, je me suis un peu égarée. Et donc, c'était pour approfondir encore un petit peu plus ce que tu as évoqué au début, la réalité de travail de plus en plus de personnes, travailleurs, travailleuses, d'être dans des formes d'emploi moins classiques, plus intermittentes.
qui n'est pas forcément la réalité de bon nombre de travailleurs dont on a parlé dans des entreprises pour lesquelles mettre en place une diminution collective du temps de travail existe déjà, pourrait être intensifié à l'avenir, on en a parlé. Sur ces autres travailleurs, j'ai envie de dire, qu'est-ce que toi, ça t'inspire ? Je ne sais pas s'il y a une variante de ce qui est mis en place pour des entreprises où j'ai l'impression que le travail est très standardisé, ou en tout cas qu'il y a beaucoup de procédures qui peuvent être dupliquées, mais c'est vrai que en tant qu'artiste ou créatif ou intermittent, on travaille tous de manière très différente, je pense. Ça va être aussi différent pour les gens qui travaillent au sein de structures avec des salaires et voilà, des emplois qu'on va dire temps plein dans des centres culturels ou ce genre de choses. Et puis il y a les gens qui, comme moi, en fait, naviguent voilà, au contrat ou quoi. Et pour ça, moi, j'ai un peu du mal à voir comment ça va se traduire concrètement, parce que c'est un secteur qui fonctionne énormément sur des subsides, sur des appels à projets, sur voilà, on a ces idées et puis on essaie de les vendre entre guillemets à qui voudra bien les prendre. Et donc en fait, pour moi, il faut trouver des manières de rémunérer ce temps passé à chercher du travail, parce qu'on n'est pas vraiment. Est-ce qu'on est vraiment au chômage ? C'est différent pour chaque personne. Certains vont dire que le statut artiste permet justement de meubler en fait ces moments de recherche, mais en fait, combien de personnes sont artistes mais n'ont pas le statut artiste et sont en fait coincées dans le système du chômage classique où se retrouvent en dernière phase et en fait avec un peu plus de 1 000 € par mois, penser à des projets artistiques. Voilà, on pense juste à survivre, quoi. Donc pour moi, là, j'ai un peu du mal à voir comment ça va se mettre en place. Et du côté voilà, il y a aussi pour moi une manière très inégale de répartir la richesse de la culture, dans le sens où les subsides sont généralement attribués à des gros acteurs de la culture. Ils récupèrent ces subsides parce qu'il y a assez de performance, assez de profit de nouveau. Et du coup, en fait, ça ne ruisselle pas vers tous ces artistes qui font des choses de nouveau de manière très bénévole. Il y a vraiment une économie alternative, en fait, de la culture qui se base sur du travail non rémunéré, mais tout aussi intéressant et qui va essayer petit à petit de se faire voir par d'autres acteurs. Donc pour moi, c'est en tout cas dans le secteur de la culture, je ne sais pas comment ça va se passer ça peut se passer dans d'autres secteurs, mais il y a cette répartition des richesses à revoir dans le secteur culturel, où des plus petits acteurs, en fait, qui sont justement ceux qui pourraient aller chercher des gens moins qualifiés, comme on aime bien dire, ou quoi, et qui ont un accès avec des gens peut-être auxquels on pense moins, et qui pourraient créer de l'emploi à ce niveau-là. Et aussi, voilà, de manière générale, je pense qu'il y a ce truc-là en Belgique, c'est que dès qu'on a trouvé comment on dit, une vache à lait, je sais pas comment on explique ça, mais qu'on a trouvé une personne qui va pouvoir représenter quelque chose, et ben en fait on mise que sur cette personne. Et donc il y a une espèce de monopole où des personnes qui ont déjà un certain accès au travail, aux prestations artistiques, sont tout le temps réappelées, c'est tout le temps les mêmes dont on parle. Et peut-être qu'il est temps aussi, voilà, à un niveau, je veux dire, plus personnel et dans les organisations culturelles, faire ce travail en fait, de recherche et de voir qui peut parler de la même chose mais autrement, et voilà, partager ce temps de travail-là de manière indépendante aussi. Ça peut se faire aussi, je pense, autrement qu'avec des grandes procédures et des grands changements je veux dire, législatifs, quoi. Merci Axel. Voilà, on a terminé ce premier tour d'horizon sur ce sujet du partage du temps de travail avec plein de sujets connexes en lien avec le monde du travail qui sont abordés. Dès qu'on l'aborde, on a parlé des qualifications, on a parlé du chômage et d'autres thématiques. Est-ce que quelqu'un souhaite poser une question à nos intervenants, intervenantes ? Est-ce que quelqu'un souhaite partager une expérience en matière de diminution de temps de travail ? Qui compte diminuer son temps de travail à la fin de cette soirée ? Germain, très bien. Bonne initiative, j'en prends note. Oui, je vais peut-être vous demander votre micro, Monsieur Gozouin, qui est à côté de vous. Merci. Hop. Il faut l'allumer, je pense, juste appuyer sur le petit bouton. Voilà. 1, 2.
Bonsoir à tous. Fabrice Goffinet, donc je travaille chez Hub Bruxelles, donc qui est l'agence de soutien à l'entrepreneuriat. Moi, j'avais deux réflexions. D'abord sur la formation, je suis tout à fait d'accord avec Monsieur Gozin. Par ailleurs, il faut aussi penser à la formation continue, parce que le job d'aujourd'hui sera pas le job de demain. Et probablement que dans 10, 15 ou 20 ans, tous les boulots qui seront en place ne correspondront plus aux formations qu'on a aujourd'hui. Et donc ça, je pense que c'est une responsabilité qui est en même temps sociétale, en même temps au niveau des entreprises, mais aussi au niveau des individus, de penser en permanence, chaque citoyen continue à se former pour rester employable. Alors j'entends bien votre réflexion, mais en tout cas, rester oui, employable et attractif pour les employeurs. Ma deuxième question, c'est donc chez Hub Bruxelles, on accompagne les entrepreneurs. Et donc, ma réflexion, c'est jusqu'à quel point augmenter le statut des employés par rapport à celui des indépendants, on ne va pas créer des divergences. Quand vous avez un entrepreneur qui crée sa boîte, il ne travaille pas 4 jours semaine, hein, il ne travaille pas 5 jours semaine, il travaille souvent 6-7 jours semaine. Il se donne à fond dans son boulot et quand il veut engager des employés pour développer sa société, c'est des statuts qui sont surprotégés, eh bien ça crée vraiment un frein à l'emploi. Alors c'est un équilibre difficile. Je ne dis pas qu'il faut arriver à dégrader le statut des employés, mais il faut avoir un équilibre entre ce que l'indépendant donne, ou les contraintes qu'il a, et la protection des employés. Sinon, on arrive à ce qu'on a vu chez Deliveroo, c'est-à-dire que pour contourner ça, on fait appel à des faux indépendants qui sont effectivement dans des statuts extrêmement précaires et pas forcément positifs. Voilà. C'était mes deux réflexions. Merci. Est-ce que quelqu'un est inspiré par ces réflexions, peut-être moi, des questions? Est-ce que quelqu'un souhaite réagir? Oui, Finouba. Merci. Juste sur la formation continue, absolument, au niveau fédéral. Alors après, on est en coalition et c'est sûr que voilà, on doit discuter avec des gens qui n'ont pas forcément la même ligne. Mais donc au niveau fédéral, Pierre-Yves Dermagne vient d'obtenir un droit à la formation individuelle, donc de 5 jours par personne. Alors de nouveau, on voudrait plus, mais avant, il n'y avait pas. Donc soulignons-le quand même. Et ce toujours même ministre Pierre-Yves Dermagne, qui travaille aujourd'hui justement sur la question du statut d'artiste, parce que, voilà, en tant qu'échine de la culture, ce que vous dites, évidemment, ça me parle. Il y a tout un débat qui a lieu donc, au fédéral sur le statut d'artiste et pour réfléchir justement à qui sont et quelle est la plus-value aussi de ces personnes qui cherchent et qui créent. Et ça fait partie de votre travail, en fait. À la ville de Bruxelles, pendant la crise, on a mis en place tout un New Deal qui permettait justement de soutenir les résidences d'artistes parce que c'était les seules choses qui étaient possibles. Et je pense qu'à un moment, voilà, il faut concrètement aussi soutenir les artistes émergentes et émergents. Mais ça, c'est encore un tout autre débat. Donc, je voulais vraiment juste préciser ça par rapport aux réactions. Par rapport à vos deux réactions, la première réflexion, je crois que vous avez raison. Et a fortiori, c'est d'autant plus vrai pour ceux qui n'ont aucune qualification. Donc vous avez raison, non seulement tous les travailleurs vont devoir être, je dirais, presque en formation continue. Donc vraiment, ça pose un réel débat, qui est par exemple, moi je prône ça depuis quelques années, c'est d'inscrire le droit à la formation dans la Constitution, comme il y a le droit à l'obligation. Que véritablement, chacun d'entre nous ait un capital de formation et puisse utiliser ce capital de formation sans devoir aller dans son portefeuille, parce que c'est la richesse de la société, d'avoir quelqu'un qui se qualifie. Donc oui, et a fortiori, si cela est vrai pour tous les travailleurs, a fortiori, c'est vrai pour ceux qui sont non qualifiés. Encore plus vrai, parce que ceux-là, ils sont vraiment dans la mouise la plus totale. Votre deuxième réaction, c'est le danger devant ce que j'appelle, enfin ce que Harari appelle la classe des inutiles. Ça crée des appétits. Deliveroo, c'est ça. Hein, c'est de se dire, mais il y a là une masse de gens qu'on va pouvoir utiliser n'importe comment, à n'importe quel prix, dans n'importe quelles conditions, avec n'importe quel statut. Et donc, évidemment, vous avez cette masse de gens qui sont
sans possibilité de venir à la société, ils vont utiliser tous les moyens aussi et accepter toutes sortes de petits jobs. Et donc là, il me paraît très clair qu'il faut réguler, c'est inacceptable. Alors on me dira, peut-être que le plat à Deliveroo coûtera 2-3 euros plus cher, bon tant pis, il faut aussi savoir ce qu'on veut. On est des citoyens, on est des électeurs, mais on est aussi des consommateurs, il ne faut pas que nous ayons des comportements qui soient paradoxaux. Donc oui, le danger, c'est que si vous avez une catégorie de gens qui ne trouvent pas leur place dans la société, ils vont chercher par tous les moyens et d'autres vont offrir des possibilités qui sont, je dirais, indignes tout simplement. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui avec ces petits jobs, ces flexi-jobs, etc. Et vous avez vu cette dernière enquête, la grande majorité, enfin une grande partie de gens qui sont dans ces filières-là sont même des gens qui sont dans l'illégalité la plus totale. Hein, et voilà comment des gens comme Deliveroo font leur fric et leur profit, quoi. Sarah, tu avais une question ? Oui. En effet, donc tu disais l'expérience de réduction de temps de travail. Ben oui, pendant la Covid, certains d'entre nous ont été mis en chômage partiel et en effet, moi en tout cas, j'ai pu voir que j'ai eu moins envie de consommer, j'étais beaucoup moins fatiguée et j'ai lu beaucoup plus, ce qui est, je pense, nécessaire comme comportement pour la transition dont on a besoin, dont notre planète a besoin et l'humanité aussi. Donc je pourrais aller dans votre sens par rapport à la transition écologique. Ceci étant, on avait fait il y a quelques années ici à la Smart, dans le cadre de Toute Autre Chose, une rencontre entre les organisateurs de Toute Autre Chose, dont un des chevals de bataille, c'était justement la réduction collective du temps de travail. On avait fait une rencontre justement parce qu'on se disait, oui, mais pour les membres Smart, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, c'est pas des employés classiques. Est-ce que ça fait du sens ? C'est un peu ce que tu relevais. Et je me rappelle qu'à la fin du moment d'échange, on se rendait compte que oui, si on change la norme du temps de travail, ça peut aider aussi. Mais il reste encore un problème, le nerf de la guerre, comme toujours, c'est les sous. C'est-à-dire qu'en effet, comme vous disiez, monsieur, si les employés vont travailler moins mais garder le même salaire, qu'en est-il de ceux qui doivent générer leurs propres revenus ? Ça veut dire que leur coût horaire va augmenter, en fait. Ils vont devoir travailler encore plus et c'est compliqué. Et donc, je me dis qu'avec justement, on a toujours ce problème de capital et de travail, et on sait que le capital est beaucoup plus fort. On continue pourtant à taxer énormément le travail. Et il y a plein de richesses qui se font en dehors du travail direct. Je pense par exemple aux richesses qui sont créées à chaque fois qu'on tape un mot dans Google ou quand on utilise avec tous les datas qui nous sont volés et dont certaines structures s'accaparent cette richesse. Est-ce que ce n'est pas le moment ? Ma question est plutôt, pour que cette réduction collective du temps de travail fonctionne, est-ce qu'il ne faut pas aussi repenser comment les richesses sont taxées, comment les cotisations sont prises, comment on impose, et je mets les cotisations sociales là-dedans aussi, je sais que ça ne plaît pas, mais disons que les cotisations sociales devraient être élargies à tous les types de recettes et que les taxations sur le travail devraient diminuer et qu'en fait il faut une réflexion beaucoup plus large sur la sécurité sociale, la redistribution des recherches et la redistribution aussi du temps de travail. Mais ce que je veux dire, c'est que faire que sur le temps de travail et sur les salaires des salariés, ça va être compliqué et ça va être injuste, parce que ça va rendre la situation très difficile pour d'autres. Donc est-ce que ce n'est pas l'occasion aussi, avec ces nouvelles sources de revenus qu'on voit, de repenser la redistribution, le coût du travail et la redistribution du travail? Merci. Felipe, je vois que tu voulais réagir. Il y aurait, sur toutes les discussions qui ont lieu depuis 10 minutes, beaucoup de choses à dire, mais je reprends la dernière suggestion de madame. Personnellement, je refuse d'utiliser l'expression « taxer le travail », parce que je trouve qu'elle est source de confusion. On taxe toujours des revenus dans le chef d'une personne morale, une personne physique. Le travail, c'est un concept. Et personne ne peut me donner un seul exemple d'une taxation du travail. Les cotisations sociales, c'est du salaire socialisé. L'IPP sur mon salaire, je reçois un salaire, je paye une partie de mon salaire en impôt. C'est un impôt qui est sur le travailleur. Alors je trouve que quand on dit taxer le travail, on mélange des choses qui sont la taxation des entreprises, les cotisations sociales et les impôts que les travailleurs payent, puisqu'on paye tous comme travailleurs des impôts
sur son revenu, puis on paye la TVA quand on consomme. Donc je trouve qu'il faut utiliser des termes précis. Les cotisations sociales, c'est une partie du salaire. C'est la partie du salaire qui est socialisée. Donc tous les travailleurs en Belgique ne reçoivent pas un salaire, mais deux. Il y en a qui reçoivent sur leur compte en banque personnelle, et avec le salaire net, on vit chaque mois. Et ils reçoivent un deuxième salaire qui est socialisé, avec lequel on vit toute la vie. Quand on est malade, accidenté, père de famille, pensionné, je ne sais pas quoi. Pour moi, ça c'est la cathédrale des travailleurs, c'est le seul patrimoine des gens qui sont nés sans fortune. Et donc la sécurité sociale, je ne souhaite absolument pas qu'on y touche. Par contre, qu'on allège l'impôt sur le revenu des travailleurs, notamment les bas revenus, et qu'on fasse payer les grandes entreprises, les GAFA, les grandes fortunes, etc., qu'on touche à la fraude fiscale qui pèse 100 fois la fraude sociale, mais à laquelle on ne veut jamais toucher. Évidemment. Donc il y a évidemment des révolutions à faire en matière de fiscalité et qui permettraient que celui qui gagne un petit salaire n'ait pas très très vite une tranche d'imposition à 35 ou 40% sur son revenu à lui. Ça, oui. Sur la question que monsieur posait, y a-t-il pas une inégalité entre employés et indépendants? Des inégalités, il y en a de multiples et qui vont dans des sens différents. Et notamment, on n'a sans doute pas le temps aujourd'hui, mais regarder de quelle manière la sécurité sociale des salariés contribue très lourdement à la sécurité sociale des indépendants. Et pour quelles raisons? Pour les raisons techniques et de lobbying qui ont été obtenues. Mais donc, si un indépendant travaille beaucoup, je suppose qu'il a un projet commercial ou industriel qui a du sens, qui crée de la valeur ajoutée. Sinon, évidemment, il y a un problème. Et avec cette valeur ajoutée, il doit être capable de payer correctement les gens qui travaillent pour lui. Et j'espère qu'à la fin du compte, il va retrouver son propre compte. Sinon, il y a un problème dans son plan. Mais quand même, une remarque, chaque entrepreneur isolément aimerait bien que ses travailleurs ne lui coûtent pas trop cher, mais il aimerait que les autres travailleurs soient bien payés. Parce que si l'entrepreneur dont vous parlez est un type de l'ORECA, ou qui fait de l'événementiel, ou qui vend des carrelages, si les autres travailleurs en Belgique sont mal payés, il n'y aura personne dans son café, il n'y aura personne dans son festival, il n'y aura personne dans son magasin de carrelage. Et donc on est devant la contradiction classique de chaque patron pris isolément, c'est que si dans une société, la société traitait généralement les employés ou les ouvriers de la manière dont l'employeur isolé voudrait traiter les siens, mais en fait l'économie s'effondre. C'est un peu ce qu'il y a derrière l'image, un peu bateau du Fordisme, mais si les gens ne sont pas bien payés, ils ne consomment rien. Et donc votre entrepreneur en question, il a besoin que ses employés ne coûtent pas trop cher, mais il a besoin que tous les employés des autres entreprises soient bien payés pour venir consommer chez lui. Et donc moi, personnellement, le statut meilleur, travailler moins, être payé correctement des employés, pour moi, ce n'est pas du tout un obstacle à l'économie. C'est un obstacle éventuellement à l'économie d'une entreprise si elle ne produit pas la valeur ajoutée qu'il faut. Mais ça, alors, c'est un autre problème. Et juste encore un mot. Vous avez commencé votre dernière intervention en disant il n'y a pas que le travail, il n'y a pas que l'emploi. Et juste après, vous avez dit il y a plein d'activités culturelles, etc., qu'on pourrait salarier. Il y a un paradoxe là-dedans, que j'aime bien, mais ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas que le travail, mais une série de choses qu'on fait parce qu'on est artiste, militant, citoyen, je ne sais pas, on aide ses voisins, je ne sais pas quoi. Il faudrait le reconnaître, mais à ce moment-là, ça devient du travail. Enfin, c'est juste une petite pique. Oui, en la disant, j'ai bien compris ma contradiction, et puis je pense, voilà, on est tous dans nos contradictions, mais c'est vrai que c'est intéressant de se dire, est-ce qu'en fait, on ne pourrait pas se dire qu'il y a des allocations qu'on reçoit et que notre but, notre mission dans la vie, c'est juste de contribuer à la société. Enfin, pourquoi ça devrait être un salaire, quoi. Enfin, voilà, c'est ça que je voulais un petit peu faire. Et en fait, c'est ce que beaucoup de gens font maintenant. Ils reçoivent des allocations et en fait, même si l'ONEM essaye de un peu contrecarrer le fait d'être bénévole pour une association, des choses comme ça, en fait, on est bénévole de plein de manières. Et en fait, pour moi, il y a aussi ce shift à faire sur cette idée de recevoir un salaire nous permet d'être épanoui dans la vie ou quoi, et que peut-être qu'il faut trouver une autre manière de valoriser l'argent qu'on reçoit et peut-être un salaire, ça peut être une allocation et c'est aussi OK, quoi. Enfin, et arrêter de la stigmatiser comme on reçoit une allocation de chômage, du coup, on est quelqu'un qui ne fait rien de sa vie. Et voilà. Et en fait, je pense que c'est aussi là-dedans qu'on peut trouver du sens dans
voilà, et recréer du lien social. Moi, c'est pas, même, et pourtant, on adore romantiser le travail artistique, on adore dire que les artistes, ils font ça parce que c'est beau. Et en fait, il y a des jours où moi, je déteste mon travail. Et pourtant, je suis, je pense, bonne qu'à ça, quoi. Je veux dire, et j'ai pas envie de faire autre chose. Mais je trouve que voilà, il faut sortir un peu de ce truc-là. On a le temps pour une dernière question, et deux peut-être. Allez, 2 questions, et puis après, on clôturera. 1, 2, ouais. Bonsoir. Merci déjà pour le débat, c'est super intéressant jusque-là. Moi je m'appelle Michel Sermac, j'ai coécrit le livre avec Delphine, et par ailleurs je travaille au Parlement européen avec Pierre Laroturo, donc il sera content d'avoir entendu qu'il a été cité ce soir, qui travaille sur cette question depuis très longtemps. Moi, ma question est assez simple en fait. Ça fait des années qu'on a ces débats. Je pense que c'est pas la première fois que vous l'avez ici d'ailleurs, on l'a dit, ça fait quelques temps. Concrètement, comment on y va? D'après vous, c'est quoi la prochaine étape concrète pour y arriver? La prochaine étape en pratique, dans le sens où je pense que je suis d'accord avec le fait qu'il ne faut pas utiliser le besoin de formation comme une raison de ne pas avancer vers la réduction collective du temps de travail. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a un vrai besoin de formation. Et si on reprend l'exemple des infirmières, justement, Pierre Laroturo nous expliquait l'autre jour dans une discussion avec Philippe Geluc, on a fait une discussion sur la semaine de 4 jours que je vous invite à voir sur YouTube, elle est très intéressante. Il disait, par exemple, justement, les 35 heures en France, on ne va pas revenir sur tout le bilan des 35 heures, mais en particulier à l'hôpital, les 35 heures, c'était une catastrophe. Pour une raison très simple, c'est qu'il y avait aussi une fameuse pénurie, et j'entends ce que dit Philippe, c'est peut-être une pénurie à relativiser, mais il y avait quand même une pénurie, et il y a eu une décision politique de ne pas ouvrir les écoles d'infirmiers et d'infirmières pour préparer. Tous les cas qu'on a analysés dans le bouquin, ça ne s'est jamais fait en 3 semaines. La semaine de 4 jours, chaque fois, c'est des mois, parfois des années, parce qu'effectivement, il faut former, il faut s'organiser, il faut accompagner. Et donc voilà, en pratique, sur combien de temps on fait ça? Est-ce qu'on prend 5 ans, le temps de former, le temps de... Voilà. Et alors, politiquement, comment on fait? On a un vrai problème dans ce pays, en fait, c'est qu'on n'arrête pas d'avoir ce débat entre francophones. Il y a la majorité de ce pays qui n'a jamais entendu parler de la semaine de 4 jours. Et c'est vrai dans les partis politiques, c'est vrai dans les associations, on a fait tout ce qu'on a pu avec le collectif Roosevelt, c'est vrai dans les syndicats. Une grande partie de la Flandre n'a jamais entendu parler de ce débat. Et le résultat, c'est quoi? C'est que quand Alexander De Croo met sur la table une semaine de 4 jours qui n'en est pas une, au sud du pays, globalement, la réponse est « on n'en veut pas, c'est pas ça, la semaine de 4 jours ». Et au nord du pays, c'est soit pas un débat, soit... pour vous dire, j'ai entendu que les ministres Groen au gouvernement, grosso modo, ont tout de suite dit oui. Ils ne voyaient pas le problème de cette fausse semaine de 4 jours qui, je le rappelle, est 40 heures en 4 jours, donc ce n'est pas du tout une réduction du temps de travail. Donc, concrètement, comment on fait, chacun à notre niveau? Comment est-ce qu'on peut aller chercher, élargir ce débat et l'avoir? Vous l'avez dit, M. Gozouin, le problème, c'est que les leviers sont fédéraux, donc tant qu'on ne fait pas bouger le fédéral, en fait, on n'avancera jamais. On va alors peut-être inviter le ministre fédéral pour la prochaine fois et à réaliser le débat en Flandre. Après, il y a quelques éléments de réponse qui ont été partagés par les intervenants pour dire que si on veut avancer, il faut d'abord traiter peut-être le problème des qualifications, qui est un enjeu important, le problème du financement d'une telle mesure. Après, si les intervenants souhaitent rajouter une dimension en lien avec l'intervention de monsieur, qui n'hésite pas. Mais je vais quand même aussi prendre la dernière question avant de faire le dernier tour de parole. Peut-être donner le micro à monsieur De Chêne. Ça tombe bien, ça va aller dans le même sens, ça fera presque doublon. D'abord, juste pour signaler, on ne l'a pas dit, mais chez Smart, on est aux 35 heures depuis, en tout cas au moins depuis que je suis là, donc au moins 14 ans. Il n'a pas été cité dans les exemples. Il y a peu de réduction de temps de travail, je crois que ça a été créé comme ça. Je voulais exprimer dans la même lignée une forme de frustration à la sortie du débat. Je suis un grand pragmatique, j'aime bien les choses concrètes, et on a beaucoup débattu du pourquoi. Alors je pense que beaucoup de gens dans la salle étaient déjà convaincus à l'avance de tous les effets positifs du truc, mais on a pour moi assez peu discuté du comment, très concret, pragmatiquement. Alors il y a eu un élément, par exemple, M. Gosselin a dit
Si on réduit les postes et qu'il faut de l'embauche compensatoire, il faut avoir des gens qui ont les qualifications pour les prendre. Il y a une thématique de formation. C'est vrai, on a déjà du mal à remplir certains postes aujourd'hui, chez Smart par exemple, notamment parce qu'on est sur un marché et où il y a des gens qui payent mieux pour des postes. On peut prendre des postes pas du tout. On a parlé de postes peu qualifiés, postes de comptable un peu avec de l'expertise. C'est dur parce qu'on paye mieux dans les banques, on paye mieux dans les grandes entreprises. Si demain ces entreprises-là, elles sont obligées de recruter 15 de plus pour compenser leurs pertes, ça va être encore plus dur pour les structures associatives ou coopératives pour recruter ces profils qu'on a déjà du mal à recruter maintenant. Donc il y a des marchés en tension. Il y a eu des pistes qui sont été sur la table. Pas du tout, effectivement, la question du financement, c'est peut-être très technique, mais alors on cite toujours oui, les grandes entreprises, la puissance du capital. Tout le monde se dit oui, le financement c'est facile, les actionnaires vont se rémunérer moins et on fera le travail. Moi je suis tout à fait d'accord, c'est ça qu'il faut faire. Mais qu'est-ce qu'on dit à la petite asso ma femme elle travaille dans une petite asso active dans le domaine du handicap, ils sont 6 travailleurs, il y a pas, enfin, s'il y a de la marge générée, elle investit dans le service aux personnes handicapées qui sont accompagnées. Concrètement, comment on fait? Alors on peut dire, pour elle, il y a des mesures de soutien, mais comment est-ce qu'on fait que pour les mesures de soutien, elles ne profitent pas à la structure capitaliste, mais bien aux structures associatives? Qu'est-ce qu'on fait de tout le tissu de... Alors il y a les grandes entreprises, tout le monde voit, et les syndicats les connaissent bien, plus de 50 personnes, mais tout ce qui est en dessous, toutes les PME, toutes les structures à 4, 5, 6, 7 travailleurs, où le chef d'entreprise, c'est pas des gens riches qui détiennent des fonds du capital, qui vont pouvoir se priver un peu du bénéfice qu'ils tirent sur le travail d'autres personnes, mais des chefs d'entreprise qui sont aussi des travailleurs qui ont recruté pour... Qu'est-ce qu'on fait de l'emploi? 6 personnes qui renoncent à 3 heures de temps de travail, ça génère 18 heures d'emploi. Est-ce que c'est un emploi qu'on a envie de créer, en fait? Du temps partiel qui sera un peu subi? Voilà, c'est toutes ces questions concrètes, elles ont sûrement des réponses. Comment on fait pour éviter les effets de bord? Sarah citait, faire ça ne peut pas... Si on garde le salaire horaire au même montant, demain, les nouveaux emplois créés à 4 jours de travail, ils seront à l'ancien salaire horaire. En fait, il n'y aura pas maintien du salaire. Donc on monte le salaire minimum. Comment on fait pour éviter l'effet de bord des membres Smart qui essayent d'être entrepreneurs mais salariés pour pour bénéficier des bonnes protections du salariat et qui vont devoir se retrouver à vendre plus cher leurs prestations pour pouvoir financer leur salaire, peut-être sur un marché où c'est peut-être pas possible, et donc ils vont se retrouver à devoir se rabattre sur des statuts tout pourris comme le gouvernement crée à l'appel, loi de Croc et toutes ces conneries-là. Comment on fait pour éviter ces effets de bord-là? On va leur faire répaver de bonnes intentions. Si on résout le problème de réduction du temps de travail sans éviter de voir tous les gens que ça va devoir pousser vers un statut qui n'est plus le salariat parce qu'ils ne peuvent plus se le payer eux-mêmes parce que c'est eux qui le financent. C'est tous ces comment-là, moi, qui m'intéressait d'entendre. Ok, on veut y aller, mais comme disait monsieur tout à l'heure, comment est-ce qu'on s'y colle? Pas pourquoi est-ce qu'il faut le faire, mais comment est-ce qu'on va le faire tous ensemble? Et ça, voilà, ma question, c'est la même, on commence comment? Chers amis, on commence comment? En tout cas, on a commencé déjà un peu ce soir en remettant un peu à l'ordre du jour le débat, me semble-t-il. Ce sera certainement pas suffisant, mais en guise de mot de conclusion, si vous souhaitez ajouter quelques éléments sur le comment, qu'est-ce que vous, dans vos positions respectives, activités, vous voyez comme levier que vous pouvez activer pour faire avancer ce sujet-là? Si tant est que c'est ce que vous souhaitez, n'hésitez pas à prendre la parole. Je regarde M. Gauzois. On peut faire un dernier tour de table et on clôturera par Axel si jamais tu veux la prendre. Mais j'ai commencé comme ça, c'est parce qu'il y a tellement de comment que je pense qu'on est uniquement dans l'idéologique actuellement. Et que je suis attaché, comme tous, au partage du temps de travail et que je voudrais en tout cas l'axer sur une priorité qui est possible, non pas dans les petites PME, mais en tout cas dans des grandes entreprises qui utilisent beaucoup de non-qualifiés. Je pense que diminuer les cotisations sociales pour augmenter le pouvoir d'achat est une bonne chose, mais diminuer les cotisations sociales pour permettre à des gens d'avoir un boulot, une place dans la société, c'est aussi utile et ça nécessite aussi un effort de la part des pouvoirs publics. Et donc je crois que c'est possible s'il y a la volonté. Si on est tout simplement conscient de mon inquiétude et de ma crainte, qui ne peut être partagée par personne, mais moi, ma crainte, c'est que véritablement nous sommes sur un volcan social et ce volcan social, il n'y a pas d'autre solution que de permettre à tout un chacun de pouvoir trouver leur place dans la société. Aujourd'hui, cela n'est pas possible. Et donc, le biais de la formation me paraît, et utiliser les 4 jours semaine, et utiliser que dans les entreprises, il y ait un travail de formation qui soit aidé, bien entendu, financièrement, je pense que c'est un des leviers, à la fois pour
nous permettre aussi de résoudre les comment pour lesquels il n'y a pas beaucoup de réponses, c'est vrai. Sur le comment, très concrètement, je suis échevine de la culture à la ville de Bruxelles. On gère plusieurs centres culturels, par exemple. Un des schémas du modèle, puisqu'il existe la loi Van de la Note d'Irupo, qui permet justement de soutenir des lieux qui souhaitent mettre une réduction collective du temps de travail avec une diminution de cotisation en fonction de la réduction qui est mise en place. Une aide plus courte si on descend à 37, une aide un peu plus longue dans le temps si on passe à 36 heures par semaine, etc. Mais c'est tout l'enjeu, comme on l'a déjà dit ce soir, c'est que la réduction de cotisation elle est compensée, les bénéfices sont marqués au niveau de l'État fédéral, puisque si on a une diminution de chômage, si on a une diminution de burn-out, mais un centre culturel, c'est du non-marchand, et donc c'est pas le cas d'une entreprise qui va, justement, si c'est, je sais pas moi, un garage automobile qui va pouvoir ouvrir un jour de plus et qui va pouvoir avoir plus de clients. Après, est-ce qu'on veut des autos? Ça, c'est la question de la société, c'est peut-être un mauvais exemple, mais c'est pour vous dire, c'est quand même la société dans laquelle on vit. Mais donc, au niveau d'un centre culturel, si on passe à une semaine de 4 jours, on aura quelque part, oui, une augmentation de productivité parce qu'on aura un personnel qui sera plus épanoui. Et on le sait, dans ces secteurs-là, c'est certainement pas un 9-17, donc il y a aussi un équilibre à trouver avec sa vie professionnelle et privée. Mais derrière, moi, il n'y a pas plus d'argent qui rentre pour compenser justement cette baisse de cotisation, mais le surcoût que ça peut représenter en termes budgétaires au niveau de l'embauche compensatoire, à laquelle évidemment je suis très attachée. Donc c'est comment soutenir, à mon sens, le soutien aux structures qui veulent mettre ce type d'initiative en place, mais qui ne sont pas dans un schéma marchand et qui donc sont confrontés à ce type de difficultés. Alors par rapport à la question qui est plus politique, la politique c'est un rapport de force. Pour aujourd'hui, j'ai été rechercher la phrase qu'il y avait dans l'accord de gouvernement fédéral 2019-2024. Tout ce qu'on a pu obtenir, c'est la phrase suivante: le bien-être au travail et la conciliation de la vie privée et de la vie professionnelle doivent continuer à être améliorés en concertation avec les partenaires sociaux. Voilà, c'est tout ce qu'on a pu obtenir au fédéral sur la réduction collective du temps de travail. Voilà. Mais donc, prochain accord de gouvernement, c'est 2024. C'est demain, en fait. C'est demain, parce qu'on y sera très vite. Et donc, ce rapport de force, il y a des syndicats, et je pense qu'on sera tous d'accord pour dire qu'ici, le Covid a fait du mal au collectif, a fait du mal à la mobilisation, et je pense que cette mobilisation, elle doit reprendre, et vite. Et je pense que on sera d'accord avec moi à ma gauche. Et je ne dis pas que c'est simple, mais voilà, 2024, c'est quoi? Il va y avoir des élections, donc il y a des partis qui vont rédiger un programme, il y a des partis qui vont négocier, et puis il y a un gouvernement qui sera mis en place. Et donc je pense que être citoyenne et être citoyen, c'est pas juste aller voter tous les 5 ou tous les 6 ans, c'est aussi être conscient des gens de société et de se mobiliser, même en dehors des élections. Mais donc 2024, oui, il y a un moment important. On peut agir dès maintenant par rapport à ça. Par rapport aux PME, il y a des mises en commun et des mutualisations qui peuvent être faites sur de la comptabilité, sur du secrétariat, sur ce genre de choses. De nouveau, pensons collectif, pensons partage, pensons ensemble. Et par rapport aux inquiétudes de comment est-ce qu'on pourrait faire, je rappelle qu'on l'a déjà fait plein de fois dans l'histoire. Puisqu'avant, on travaillait plus que 12 heures, on travaillait plus que 5 jours, etc., etc., etc. En fait, on l'a déjà fait, donc on peut le refaire. Merci, très vite, comme il est un peu tard déjà. Première chose, résistance culturelle au travailler plus pour gagner plus. Je crois que dans chaque tête de chaque travailleur, chaque travailleuse, on se libère de cette absurdité qui n'a pas de fin. 2, moi je ne crois pas qu'en Belgique, c'est pas notre tradition. Et de fait, on n'est pas les grands champions des grands combats idéologiques, comme M. Gozouin le signalait. Moi, je ne crois pas qu'on aura un jour une réduction de temps de travail par décision du gouvernement. Par contre, je pense qu'on peut imposer un nouveau normal, que comme il est normal maintenant de travailler 5 jours, on peut imposer, par tâche d'huile, un nouveau normal de travailler 4 jours par semaine, des journées pas trop longues. Et évidemment, ça va commencer dans les grandes entreprises, pas dans les PME ou chez les plus fragiles ou les intermittents, ou je sais pas. Mais toute l'histoire sociale, c'est que les bénéfices sociaux en termes de salaire, de protection sociale, de conditions de travail, de démocratie au travail, ont été obtenus d'abord dans les entreprises et puis se sont étendus progressivement dans les autres par des effets de capillarité qui sont assez évidents. Le jour où les PME se rendront compte qu'en fait, si elles veulent garder les gens chez eux,
elles doivent s'aligner sur les conditions de travail meilleures, les salaires meilleurs des grandes entreprises, mais elles le feront parce qu'elles n'auront pas le choix. Et donc ça, que ce soit le temps de travail ou le salaire, ça a toujours été comme ça. Donc moi, je n'ai pas de problème à ce que, dans une partie du monde du travail, parce qu'il y a quand même encore beaucoup de gens qui travaillent avec des contrats, dans une entreprise d'une certaine dimension, etc., mais dans cette partie-là, si on peut passer à 32 heures, à 4 jours, etc., ça aura des effets positifs par tâche d'huile, et y compris, parce que pour moi, je n'ai pas envie de choisir entre un volcan et un autre. Nous vivons sur plusieurs volcans. Celui de la formation professionnelle, du manque de formation professionnelle, c'est un volcan. À côté de ça, tous les gens qui ont réussi à faire un petit diplôme de quelque chose, mais qui ne trouvent quand même pas, parce qu'il y en a beaucoup, avec les discriminations raciales, discriminations hommes-femmes, etc., etc., c'est un autre volcan. Et tous ceux qui ont un travail, et notamment les femmes seules avec enfants, qui ont un travail, qui travaillent à temps plein, et qui avec ça ne savent pas remplir la boîte à tartines de leurs enfants, c'est un autre volcan, et on peut continuer. Et moi, je n'ai pas envie d'en choisir un. Et donc, je pense qu'évidemment, il faut investir dans la formation, évidemment, mais il faut réduire collectivement le temps de travail pour que la vie des gens qui travaillent soit tenable. Et je terminerai en disant, est-ce que ça va faire en sorte que le travail soit plus cher? Oui, et c'est une bonne nouvelle. Moi, personnellement, pour moi-même, pour mes proches, pour mes enfants, pour mes voisins, j'espère qu'ils valent cher. Moi, je n'ai pas envie d'être un junk travailleur ou un travailleur à discount. Et donc, moi, je pense que dans une société extrêmement riche, extrêmement trop riche, comme est la nôtre, avec une productivité du travail extraordinaire, il est normal que le travail coûte cher. Un travailleur, une travailleuse en Belgique, ça vaut de l'argent. Et donc, c'est une bonne nouvelle si, effectivement, le faire travailler 1 heure, ça coûte de l'argent. C'est moi qui termine là où, moi, j'ai pas vraiment de solution politique ou quoi, mais c'est vrai que par rapport à la Smart, je me rends compte que comme on est tous sur des professions très différentes, certains font du service, certains sont juste artistes entre guillemets, oui, donc ils proposent quelque chose. Peut-être qu'il serait intéressant de commencer à se regrouper par thématique et voir quelles sont les bonnes pratiques déjà de ceux qui arrivent à travailler 4 jours par semaine, par exemple, et essayer de voir comment eux, ils ont mis des systèmes en place au sein de la Smart. Peut-être que ça peut être une première piste d'exploration. En tout cas, moi, c'est vrai que je connais peu de gens dans le microcosme Smart qui travaillent sur les mêmes thématiques que moi. Et donc, du coup, en général, c'est même assez drôle parce qu'en général, les gens viennent vers moi quand ils arrivent à la Smart en me demandant comment on fait. Et voilà. Donc, je trouve ça... Peut-être qu'il y a quelque chose à faire là-dessus sur comment partager les savoirs et avoir un premier regroupement de gens qui ont envie d'aller vers ça. Smart connaissent, en tout cas des artistes à la Smart connaissent ce projet et ne savent certainement pas comment le mettre en place à un niveau individuel et peut-être plus collectif entre nous, quoi. Eh bien, merci à vous 4 en tout cas pour les idées, les réflexions dans ce débat intéressant. Merci à la salle pour les questions et votre attention. Je clôture ici ces débats et je vous invite à nous rejoindre et à passer, si vous le pouvez, encore un petit temps avec nous pour un petit cocktail dînatoire. Merci bien, bonne soirée en tout cas.